Salut à tous, bienvenue dans le hors-série La Bande à des Plus, dans le vif des championnats du monde de trail et de course en montagne à Innsbruck, dans les Alpes autrichiennes. Je suis Nicolas Fréré du média Distance Plus, qui, peut-être le savez-vous, a vu le jour au Québec en 2016, avant de se développer en France depuis 2020. Et j'ai justement le plaisir de vous présenter un épisode exceptionnel, concocté au cœur de la délégation québécoise, ici à Stoubaï, l'un des deux villages de départ et d'arrivée des mondiaux. Ils sont 10 athlètes du Québec, soit un tiers des membres de l'équipe du Canada à avoir été sélectionnés pour venir courir en Europe dans le Tyrol. Ces championnats du monde de trail étaient une occasion en or de réunir tout le monde autour de la table. J'ai demandé aux collaborateurs de Distance Plus au Québec, Rémi Leroux, de rester tout du long à mes côtés et nous avons jasé passionnément, un micro à la main avec les championnes Geneviève Asselin-Demers, Anne-Marie Comeau, Mélodie Gilbert et Mylène Sans Souci et les champions David Jecker, Anselme et Samuel Power, Alexandre Ricard et Jean-Philippe Thibaudot. Vous allez l'entendre, on a passé un super moment, riche en expertise, en anecdotes, en réflexion sur notre sport et en bonne humeur. Je fais un petit aparté avant de vous faire écouter tout ça pour vous dire que cet épisode hors série de la saison 2 de la Bande à des Plus est réalisé dans le cadre d'un partenariat avec les événements Arikana qui organisent plusieurs courses de trail au Québec, à commencer par la plus célèbre et la plus internationale d'entre elles, l'Ultra Trail Arikana du Canada. C'est l'événement le plus populaire au pays, une référence et un incontournable au Québec, pour ne pas dire un rendez-vous annuel de la communauté de la course en sentier. La plupart des élites de la province se rendent traditionnellement dans la région de Charlevoix chaque début septembre pour courir dans la forêt boréale sauvage et l'emblématique traversée de Charlevoix. Chaque année, des athlètes français viennent s'essayer sur les parcours techniques de l'UTHC. En septembre prochain, ce sera notamment 2 super ultra-trailers d'expérience. Le grand Antoine Guillon en personne, 15 diagonales des fous au compteur, dont une victoire et plusieurs podiums. Et puis Cédric Chavet, vainqueur entre autres de l'échappée belle dans le massif de Beldon. Ils seront tous les deux au départ du 125 km. Et puis cerise sur le gâteau, l'humoriste français lui aussi, Johan Mettet, présentera pour la première fois au Québec son fameux spectacle, La tragédie du Dossard 512, qui a tant fait rire les trailers de ce côté-ci de l'Atlantique. L'UTHC est aussi la seule course au Canada où Ludo Collet, membre de la Bande à des Plus évidemment, fait le show au départ et à l'arrivée. Et puis c'est la course de cœur d'une autre membre de la bande, Marianne Hogan. Je parle de l'UTHC, mais je vous invite aussi à jeter un œil sur le Tranche Charlevoix, la course à étapes des événements Arikana. C'est un 100 km et 4600 mètres de dénivelé à parcourir en 3 jours avec le campement qui suit les coureurs. C'est peut-être une expérience humaine et communautaire avant d'être une compétition. D'ailleurs, au Tranche Charlevoix, pas besoin de transporter son alimentation pour l'ensemble du séjour. L'organisation s'occupe de tout, y compris de transporter les affaires des coureurs d'un campement à un autre. Allez donc suivre les comptes Facebook et Instagram du Tranche Charlevoix et de l'Ultra Trail Arikana du Canada. Et puis je vous recommande la lecture du récent article sur le Tranche Charlevoix publié sur le site web de Distance Plus. J'en profite pour souligner, par souci de transparence, qu'en marge de Distance Plus, j'ai personnellement le plaisir de collaborer depuis plusieurs années à l'Ultra Trail Arikana du Canada, notamment dans le cadre de la production de l'UTHC TV. J'ajoute que dans le cadre de cet épisode, la Bande à des Plus fera un don de $100 à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour financer entre autres la recherche sur cette maladie auto-immune. L'Ultra Trail Arikana avait été créé pour collecter des fonds afin de lutter contre la sclérose en plaques et cette mission a perduré dans le temps avec l'objectif de battre chaque année un nouveau record de dons. Allez, retour aux mondiaux, nous sommes dans le village de Naïfstift, dans la vallée de Stoubaï, et j'ai rejoint les athlètes québécois à l'hôtel d'Équipe Canada. Nous avons commencé l'émission dehors en terrasse parce qu'il faisait beau et chaud avant de se réfugier à l'intérieur en raison d'un gros orage. C'est parti, bonne émission. La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus. Alors on va avoir avec nous pendant tout ce podcast Rémi Leroux, parce que tu es collaborateur de Distance Plus. Salut Rémi. Salut, comment ça va? Ça va super bien. Je reviens vers toi dans quelques instants parce que tu as couru cet après-midi, en tout cas au moment où on enregistre le podcast, mais je présente les autres personnes autour de la table, les autres Québécois. À ta gauche, on a Sam Power. Salut Sam. Salut, ça va bien? Ça va super bien. Toi, tu vas courir demain ouais. L'épreuve courte, avec plein de guillemets à courte. On en reparlera.
David Jecker. Salut David. Salut Nicolas. Toi, ce sera sur le long, t'as encore du temps pour te reposer, ce sera ce vendredi. Yes. Geneviève Asselin de Mers. Oui, Salut allô. Geneviève. Allô. Toi, c'est sur le long également. Exactement. Et Mélodie Gilbert, toi, c'est demain. Oui, T'as hâte allô. d'aller manger et puis d'aller te coucher pour être en pleine forme. La dernière petite préparation avant demain. Alors, on est ensemble pendant quelques minutes. J'aimerais d'abord commencer avec Rémi pour revenir sur ta course. Donc, tu as fait le championnat du monde de course verticale. C'était une ascension de 1020 mètres de dénivelé sur à peu près 7 km. Exactement. Comment t'as trouvé ça? D'abord, t'as fait une belle performance. T'as fait 25e. 44 minutes 47. Voilà, à 4 minutes à peine du vainqueur, Patrick Kipngeno. Kipngeno, Ouais. qui est finalement maintenant double champion du monde de course verticale. Il est kényan. Alors comment tu as vécu ça et comment tu as trouvé notamment l'ambiance? Ici, j'ai évidemment oublié de rappeler qu'on est dans le Tyrol autrichien, dans les Alpes, et que c'est peut-être la première fois qu'on a un championnat du monde, alors d'abord réunifié, trail et course en montagne, mais avec une énorme densité de coureurs. J'ai envie de dire, c'est la première fois qu'on a, pas la première fois, mais c'est une des premières fois qu'on a un vrai championnat du monde. Eh ben, c'est exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que l'année passée, moi, j'étais allé en Thaïlande pour les championnats du monde. C'est la première fois que c'était à la fois montagne et trail ensemble. Je pense que l'année passée, c'était comme la première fois qu'on commençait à voir que, OK, ben, c'est quand même une course qui est assez compétitive, là, qui se compare à les autres grosses courses là, qu'on connaît de course en trail. Fait que je pense que cette année, comme tu l'as dit, c'est vraiment la première fois que là, c'est vraiment des championnats du monde qui ressemblent vraiment à des championnats du monde. Là, puis c'était très, très compétitif. Fait que ma course, ça s'est super bien passé. Ça l'a parti super vite, un peu comme ça à quoi je m'attendais. En fait, la façon que le parcours fonctionnait, c'était que le premier 600 mètres, c'était sur la route, puis on entrait assez rapidement dans un single track assez étroit. Fait que ça veut dire que tout le monde est parti super vite pour être proche de la tête de course, pour pas devoir dépasser plein de monde dans le single track. Fait que ça a parti super vite. J'étais à bloc là, dès les premières minutes. Là, je regardais ma fréquence cardiaque. Là, j'étais déjà très haut dès le début de la course. Sinon, le reste de la course... ça s'est bien passé. Pour moi, en fait, c'est ça. Au début, j'ai été capable de justement bien me positionner. Puis j'étais avec un groupe de coureurs que j'avais couru avec en Thaïlande, aussi que j'avais fait les championnats du monde l'année passée. Fait que je savais que c'était des gars qui étaient environ du même niveau que moi. Fait que je restais un peu dans un pack de quelques coureurs pas mal toute la course. Fait que ça l'a aidé. Puis c'est ça jusqu'à la fin. Puis là, le dernier 800 mètres de la course, ça finissait sur une pente très à pic. C'était environ 800 mètres. Un mur, on appelle ça. Hein. Un Moi, mur, là, mur. c'était vraiment brutal, mais c'était vraiment une ambiance exceptionnelle. En fait, moi, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Il y avait du monde partout, là, des lignées de personnes sur les côtés. Tout le monde criait. Puis là, il y avait beaucoup de l'équipe canadienne qui était là. Fait que ça, c'était vraiment cool. Là. Moi, j'entendais mon nom, mais j'étais tellement concentré que je regardais pas trop. Mais c'était le fun d'entendre mon nom puis d'entendre le Go Canada, là. Fait que non, c'est ça, je suis bien content de ma performance. Puis là, je suis content en fait parce que moi, je participais seulement au vertical cette semaine. Puis c'est la première course des événements qui ont lieu cette semaine. Fait que là, je vais pouvoir vraiment en profiter dans les prochains jours pour encourager les autres courses qui vont avoir lieu bientôt. Et toi, il y a quelque chose de particulier avec toi, c'est que tu as commencé le trail en allant vers des trails relativement longs, hein, des 50, des 60 kilomètres, et tu as fait un espèce de retour en arrière. Enfin, je sais pas si on peut parler ça de retour en arrière. T'es venu à la course en montagne, le trail court, on va dire, très 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 court, et c'est ça que t'aimes. Et d'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard. Il n'y a pas beaucoup d'événements au Québec qui te permettent d'avoir ces émotions-là. Donc, tu vas passer une bonne partie de l'été, voire de l'automne, en Europe pour finalement cette course, ce championnat du monde inaugure ta saison de course en montagne. Ouais, ben exactement. Mon parcours est très atypique, là. Habituellement, le monde qui font ce genre de course-là verticale, soit qui commencent de la course sur route ou ils font de la course sur piste, vraiment plus courte distance, puis ils vont transitionner vers ces courts événements-là. Mais moi, en fait, j'ai fait complètement l'inverse. J'ai commencé plus par des ultras 50-80 km. Puis là, c'est juste dans la dernière année et demie que j'ai découvert ces plus courtes distances-là. Puis j'ai réalisé que j'aime vraiment ça. Puis en plus, c'est probablement ce genre d'événement qui est le mieux pour moi là, en termes de performance. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Puis une chose qui est bien de ce genre de course-là, c'est que je peux me permettre de faire plus de compétitions. Comme là, en ce moment, comme tu l'as dit, c'était comme ma première course, on va dire, de ma saison. Mais moi puis Alexandre Ricard, là, qui a fini 17e là, ce matin au vertical aussi, d'origine québécoise, on va rester ici pendant un mois de temps pour faire d'autres courses en Europe, en France, en Suisse, Portugal. Fait que c'est ça, on en profite là
On paye un voyage, mais on profite du voyage pour faire le plus de compétitions possible. Fait que ça, c'est ça un autre avantage, là, dans le fond, c'est qu'on peut faire beaucoup de compétitions. Et puis je l'ai pas dit, mais tu as déjà des performances à ton actif, notamment sur le championnat américain. Alors évidemment, la performance n'est pas notée, mais tu as fait 2 fois 5e en 2022 sur la vertical race comme aujourd'hui, et puis en 2021 sur la montée-descente, ce qu'on appelle 2023 la en fait, classique. plutôt cette année. Oui, non, tu viens de faire 5e exact. place sur le up and down. Ok, Ouais. c'est moi qui me suis Ben, c'est ça, trompé. mais pour répondre un peu à ce que tu disais tantôt, effectivement, il n'y a pas beaucoup de ces courses-là au Québec. Fait que justement, mes résultats, c'est toujours soit aux États-Unis ou en Europe. Parce qu'au Québec, on n'a juste pas beaucoup. C'est pas très populaire, là, j'ai l'impression, le style, le genre de course verticale ou up-down, là, comme on retrouve ici. On va y revenir dans une petite discussion débat dans quelques instants. Mélodie, toi, tu es au début de ta carrière, on va dire. Tu disais que c'était un peu débutante, mais tu as tout de suite performé. Tu es arrivé avec les courses québécoises. Tu as fait les courses de 25 km, du THC, QMT, Bromont aussi, etc. Tu as tout de suite été... c'était ma première année, ouais. officiellement, entre elles en 2021. Voilà. J'ai compétitionné sur le 25 km là, toute l'année. Et tu as eu la piqûre au point de vouloir rentabiliser ça et d'en faire encore plus. Comment tu te sens avant cette course, ce championnat du monde, et ça représente quoi pour toi de vivre un championnat du monde, de courir pour ton pays et avec les couleurs du Canada? Ben pour moi, je le cacherai pas que c'était vraiment comme un rêve, puis c'est vraiment gros pour moi là d'être ici en ce moment, puis je suis très excitée et très reconnaissante de tout ce qui m'arrive. Comme tu dis, c'est ma 3e année entre elles, mais si tu m'avais dit ça il y a 3 ans que j'allais être au championnat du monde puis que j'allais voyager pour la course, c'était mon rêve plus à long terme, puis ça s'est réalisé assez rapidement, donc je suis très très heureuse de ça. Tu avais misé sur le circuit Golden Trail Series, et puis l'an passé, ça t'a plutôt souri. Oui, l'an passé, là, j'avais décidé d'aller sur la Golden Trail Series, qui finalement, je suis allée même à la finale mondiale à Madère. Fait que c'était le début aussi de mes voyages de course. Ça, c'était pas prévu, hein. Tu t'étais dit, je vais m'initier un peu sur le circuit nord-américain. Quand tu t'es lancé là-dedans, tu t'étais peut-être même pas mis comme objectif Madère. Je m'étais mis comme objectif la finale nationale qui était aux États-Unis. Puis à Whistler. Oui, non. À Whistler, c'était une des courses du circuit. La finale était à Flagstaff. Exact. Puis c'est après, moi je croyais que ma saison terminait à Flagstaff, puis finalement j'ai eu ma place pour Madère. Et alors, question par rapport t'as pas encore vécu l'engouement des championnats du monde, mais est-ce qu'on peut comparer une course des Golden Trail Series avec une course de championnat du monde? Parce que sur les Golden, on a aussi un niveau de densité très élevé. J'ai vu beaucoup de coureurs qui ont couru à la finale de Golden Trail ici, là, présents au championnat du monde. Je comprends que ça peut être parfois un niveau qui pourrait se ressembler, mais avec peut-être un peu plus de densité. Donc oui, je dirais que j'essaie de pas me laisser influencer par ça, mais c'est certain que le niveau, il y a quelque chose ici. Ok, je viens de faire tomber mon casque parce qu'il y a des mouches partout et puis j'ai du mal à le supporter. On va passer à Sam. Toi aussi, tu fais le cours demain. Le cours long. Comment le cours long? Oui, le cours long. Pourquoi cours long? Tiens, dis-nous pourquoi. C'est un marathon, au final, marathon de montagne, mais avec un ratio assez piquant, on va dire, 3300 mètres de dénivelé positif sur des terrains pentus, avec deux passages, je pense, dans l'école. Donc, on peut penser à un effort autour de 5 heures. Fait que pour une course de trail court, 5 heures, ça commence à être quand même un petit peu long quand on compare versus d'autres épreuves, par exemple de la Golden Trail, qui sont un peu plus courtes. Et c'est technique aussi, mais est-ce que c'est technique pour un Québécois? C'est ça la question. Est-ce que moi, je passe du temps aussi un petit peu avec l'équipe de France. C'est le mot qui revient souvent et qui est technique, mais pour un Québécois. Honnêtement, ça m'a pas choqué. Okay. Pas choqué du tout. Je pense que ça va jouer dans nos cordes. Honnêtement, en plus, j'arrive d'un bon bloc d'entraînement dans l'Est américain où c'est très technique. On peut penser aux montagnes blanches dans le New Hampshire, on peut penser aux fjords du Saguenay ou les montagnes de Charlevoix. Puis ça, c'est des terrains en fait qui avancent pas. Donc ça fait du bien d'être sur des trails un petit peu plus
flowy, on va dire. Même s'il y a des roches et des racines, quoi. Toi, t'es super polyvalent, hein. On en parlait un petit peu avant d'ouvrir les micros. T'as des perfs sur piste, 30 minutes 12 sur 10 000. Ouais. Tu fais 2,23 au marathon. Yes. Tu as gagné l'UTHC 65. On a une belle polyvalence. Et puis là, Puis en soi, c'est quand même drôle parce qu'à la base, j'étais vraiment aussi un coureur de cross. J'étais un bon coureur de cross universitaire et j'ai fait un saut aussi par la course en montagne avant de transférer tranquillement plus vite sur de quoi de plomb. Mais en théorie, j'aurais dû être en Thaïlande, mais j'avais refusé mon spot. Fait qu'il y a une belle symbolique à être ici aujourd'hui. On va en reparler parce que le refus m'intéresse. On va en reparler, mais je vais quand même donner d'abord la parole à Geneviève. Oui. Et David qui était prêt à partir. Geneviève, toi aussi, tu te considères comme une débutante. C'est ta deuxième année. Deuxième année, oui. Deuxième année. Oui, Toi, t'es plus sur de l'ultra, donc tu seras sur le long. Comment t'abordes ça? T'es allé courir un petit peu, faire du repérage tout à l'heure, tu me disais. Oui, ce matin, je suis allée voir la première partie de la première boucle. Et ça te fait un petit peu peur. Le D+ me fait peur. Oui, les montagnes sont gigantesques. On est loin je m'entraîne au Mont-Royal, donc Mont-Royal, c'est une petite butte de sable, là. Donc, oui, pour les Européens qui nous écoutent, parce qu'évidemment, il y a des auditeurs de la bande AD+, qui sont européens beaucoup. Le Mont-Royal, c'est combien une centaine de mètres de dénivelé. Oui, non, il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi s'amuser, mais rien à comparer à ce qu'on voit ici, là. Donc, je suis partie, ça fait peut-être 4 ou 5 kilomètres que je cours. Là, je vois que pouf, ça sonne 600 mètres de D+, sur ma montre. Je dis, mais non, c'est pas croyable. Ça se peut pas. J'ai pratiquement douté de ma montre à un moment donné. Puis, à vrai dire, elle avait raison, là. C'est juste, tu montes toujours. Donc, c'est impressionnant. La montre, ça va. C'est tant que tu doutes pas de tes jambes. Tu doutes pas de tes jambes. Exact. Non. Les jambes, ils vont être là. Par rapport à l'UTHC, par exemple, tu as fait 3e l'an passé. Oui. Tu étais arrivé assez fatigué, mais c'est normal. Tu t'initiais au-delà de 100 km, je crois. Exactement. C'est quoi les différences pour toi, ce genre d'épreuve, sachant que là, on est sur moins. On est sur 84 ça va donner 89, presque 90 km. Le parcours a été... Il y avait trop de neige en haut. Des risques d'avalanche. Et des risques d'avalanche, donc ils ont fait un parcours alternatif. Exact. Avec plus de dénivelé négatif. Et positif. Et positif, bon, ils ont tout plus, quoi. On a vraiment de tout de plus. Donc, on a passé de 84 à 80, pratiquement 90. Puis on a 1000 mètres de plus à monter. Donc, on est passé de 5005 à 6500 mètres de dénivelé positif. Donc, finalement, comment t'abordes ça avec le peu d'expérience que tu as? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça te... Oui. Oui. Je suis effrayée. Mais, puis c'est ma première expérience avec des bâtons. Tout le monde m'a dit, tu vas en Europe, tu prends des bâtons. Donc, j'ai testé les bâtons ce matin. Ça va super bien. Tu as testé les bâtons ce matin? Oui. Ça va vraiment bien, ça. Hein? Tu sais qu'il y a une règle qui dit qu'il faut jamais partir sur une course avec quelque chose de neuf. Non, ça marche la veille. Okay. Oui. Okay. On en reparlera peut-être après. Oui, on pourra avoir un sujet. David, à qui je vais donner la parole, lui disait tout à l'heure qu'il est bien content d'avoir testé les bâtons pendant 3 semaines. Toi, David, alors toi, pour le coup, contrairement à Geneviève et à Mélodie, on va presque te dire un vétéran aujourd'hui. C'est ton 5e championnat du monde, 4e championnat du monde de trail. Bon, réunifié, c'est-à-dire course en montagne, trail, vraiment structuré, c'est le 2e. Le dernier, c'était en Thaïlande, on avait parlé à Chiang Mai en novembre 2022. Donc toi, t'as connu 2015, notamment à Annecy. T'as couru énormément d'ultra, évidemment au Québec, t'as gagné l'UTHC, notamment 125 et ailleurs dans le monde. T'as joué un petit peu avec les distances, un coup t'en avais marre de l'ultra, t'en faisais plus, puis tu reviens, puis un petit peu versatile, mais t'as une grosse expérience. Et là tu as fait, alors je sais plus si c'est en vue des championnats du monde, mais tu t'es réinstallé en Europe pour t'entraîner. Ouais, j'ai passé 3 semaines à Saint-Moritz en Suisse là, pour un camp d'entraînement. Donc c'était un camp d'entraînement. Ouais, c'est vraiment pour ça. En fait, la première semaine, je travaillais à distance, puis après c'était 100% vacances, entraînement. Ok, alors, ça donne quoi l'entraînement avec bâton? Je te disais tout à l'heure, tu as pris du volume. Ouais, j'ai presque l'impression que j'ai pas pris de la masse musculaire, j'ai pris de la force un peu, je pense, avec les bâtons. Puis j'ai aussi rajouté du vélo. Là. Je voulais pas non plus me blesser à faire beaucoup trop de volume en peu de temps, donc j'ai fait des semaines assez chargées en termes d'heures d'entraînement, mais j'avais course et vélo. Donc je pense que j'ai fait
j'ai fait ce qui me semble être bon comme préparation, puis on verra vendredi ce que ça donne. Comment tu vois ça, toi, avec ton expérience pour le coup? 4e championnat du monde, les Alpes que tu connais bien, à quoi tu t'attends? Qu'est-ce que tu dis? J'imagine que tu joues un peu le rôle de grand frère pour les autres. C'est quoi les conseils que tu donnes? Ben, je pense que surtout avec le niveau cette année, c'est vraiment d'être prêt mentalement à être loin quand même, là, parce que tu sais, tout le monde va partir vite. Puis je pense qu'il faut vraiment, sur un parcours, surtout sur le long, en fait, on peut quand même, je crois, faire des belles remontées. Là. Sur les gens qui veulent gagner la course, faut prendre le risque total puis partir vraiment vite avec le groupe de tête. Mais je pense qu'il y a moyen de faire une belle remontée puis quelqu'un qui a dans le fond, quelqu'un qui a un niveau comme le mien, là, qui est pas niveau, disons, international, là, plus un niveau national, ben, je pense qu'il y a moyen de faire une course intelligente puis de remonter dans des places qui vont être quand même intéressantes. Là. Parce que c'est une certitude que devant, ça va péter avec un profil comme ça. Ouais, c'est sûr. Même, j'avais fait un peu d'analyse pour l'an dernier, puis l'an dernier, finalement, le seul athlète qui a pas beaucoup ralenti, c'est finalement le champion Adam Peterman. T'sais. Fait qu'au final, quand tu dis OK, ben lui, c'est sûrement le seul gars qui allait pas trouver au début dans le groupe de tête, là, finalement. Fait que là, je me dis, ben, si moi je fais une course intelligente, comme j'ai réussi à faire quelques fois quand même les dernières années, là, je pense qu'avec l'âge, on devient plus sage un peu, on se connaît mieux, on sait vraiment c'est quoi l'intensité qu'on peut maintenir. On s'alimente peut-être mieux aussi. Je pense qu'il y a moyen quand même pour moi de faire une belle course si je fais ma course à moi. Puis d'essayer de la faire sans avoir d'attente, puis de vraiment me concentrer sur ce que j'ai à faire. Là. Mais t'es vraiment capable de partir sans partir en chien fou, comme on dit maintenant, oui, je pense que oui. Puis je pense qu'en Thaïlande, l'an dernier, c'était un peu mon plan, que j'ai plus ou moins respecté. J'ai payé le prix, puis j'ai eu une fin de course vraiment 70, difficile. c'est quel que tu aimes, hein? T'avais fait l'année. Ouais, je pense 72, si je me trompe pas. Mais fait que ça avait été quand même difficile, mais pas catastrophique. Là. Je pense que quand à mi-course, tu commences à sentir que ça va être compliqué, ben tu relâches les gens un peu. Mais tu sais, j'avais pas non plus respecté mon plan à la lettre, là, que ce soit nutrition ou même au niveau d'intensité. Donc là, je me dis cette année, ben en fait, le fait de pas respecter mon plan l'an dernier m'a convaincu que c'était le bon plan que j'avais finalement. Donc maintenant, je me dis, on refait ça. On appelle ça la méthode empirique. Exact. Fait que là, je pense que c'est vraiment d'être plus... puis moi, c'est vraiment basé sur la fréquence cardiaque, puis vraiment, j'essaie d'y aller selon ce que je sais que je peux faire et pas selon mon ego du jour et de me dire, ça va le faire aujourd'hui. Là. Quand tu dis basé sur la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, tu fais un suivi... je fais un suivi pour ça, pour l'entraînement, mais pour la course, c'est vraiment selon mes seuils physiologiques. Là, j'essaie d'avoir une... Puis selon aussi mes autres courses. En fait, je sais, sur un effort de 5 heures, j'ai déjà maintenu telle intensité moyenne, puis ça a bien été. Donc, je sais que sur un effort de, on va dire, 12 heures, là, j'ai pas encore fait les estimations de mes temps de passage et tout, là, mais on va dire 12 heures là, comme ça à peu près, là, ben, tu sais que théoriquement, ben, tu pourras pas aller dans une intensité plus élevée que tu as faite sur un 5 ou 6 heures. Ce qui est logique, mais en même temps, sur une course comme ça, les gars, il y en a qui vont partir à des intensités qui sont absurdes, sans nécessairement s'en rendre compte, sans nécessairement le vouloir. Puis oui, on va se sentir bien. Là, on est excité, c'est une grosse course, on réduit le volume, un bon carb load. Donc, il faut vraiment, je pense, être vraiment... en fait, même pas à l'écoute de ses sensations, mais vraiment avoir des données pour un peu se mettre des limites un peu. Là. Donc, le feeling, on essaie de le mettre de côté pour avoir un contrôle finalement sur sa course et finalement faire une gestion qui est quasi scientifique, en fait, s'adapter à la connaissance qu'on a de soi et de ce qu'on vit réellement sur le terrain. Ouais, ça, puis ça n'a rien de très compliqué, là, comme j'ai dit, là, c'est essayer de se fixer un peu des fourchettes d'intensité à respecter. Puis oui, après la mi-course, ça peut prendre le bord. Là. Si on se sent bien, c'est sûr que si je me sens bien dans la dernière montée, je vais aller plus vite que je peux, mais après, sur une course comme ça, les chances qu'on se sente très bien dans la dernière montée sont quand même pas très bonnes. Là. Mélodie, est-ce que toi, tu raisonnes aussi de manière scientifique comme ça, ou le feeling, tu te tiens plus à ton feeling? Ben, je regarde pas mes fréquences cardiaques scientifiquement comme notre ami David, mais j'y vais beaucoup à la perception d'effort. Puis dans le sens que justement, je sais qu'à un tel effort ou une telle vitesse, je pourrais pas maintenir des heures et des heures. Je connais mes forces, mes faiblesses aussi. Je vais pas trop pousser dans montée, je vais plus pousser dans les descentes. Je sais, je me connais puis j'essaie de pas me laisser influencer par ce qui se passe autour de moi, mais respecter mon corps à moi. Mon pace, c'est ce que je suis capable. Et le stress qui est inhérent à ce genre d'épreuve, encore une fois, vous courez tous avec le maillot du Canada, il y a quelque chose certainement de différent qu'une course purement individuelle. Est-ce qu'il joue? Est-ce que tu as l'impression que tu es en maîtrise de ton stress? Là, on est à quelques heures du départ.
Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Moi, personnellement, le stress arrive surtout quelques jours avant la course. Puis le jour même, j'ai tellement tout préparé que même le matin même, il y a le petit stress, l'excitation du départ, mais il y a pas d'angoisse là ou de gros stress le jour de la course. Ça se passe beaucoup dans les jours d'avant. Puis je pense que c'est pour être sûr de tout bien préparer le matériel, préparer la nutrition, que le sommeil se passe bien dans les jours d'avant. Fait que pour moi, les jours d'avant sont plus stressants que le jour de la course même. Le jour de la course, j'ai hâte de me lâcher lousse et de courir enfin, là, surtout en taper. On a juste hâte de courir. Geneviève, toi, le stress, encore une fois, toi, alors je dis, on dit que t'es une débutante, mais je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je crois pas. T'es pas une débutante en course, hein. T'es une coureuse sur route. T'as gagné le marathon de Montréal. T'as été la première québécoise au marathon de Boston en 2016. Donc l'expérience du haut niveau et des courses compétitives, tu l'as. Comment tu gères cette pression? Est-ce que tu ressens de la pression? En 2015-2016, je gérais beaucoup moins. J'étais beaucoup plus jeune, je pense. Tu n'étais pas maman. J'étais pas maman. Maintenant, mes centres d'intérêt ont peut-être un peu changé, mais oui, je suis stressée. Je suis pas comme Mélodie dans le sens que je stresse pas avant. Ça va vraiment être la journée même, juste l'engouement de course et l'envie de courir. Mais pour ce qui est de, ce qui m'a le plus stressé, c'est vraiment de partir de chez moi, laisser mes filles, faire mes valises, pas oublier rien, prendre l'avion seule. Ça, c'est des choses qui font monter mon anxiété. Mais de représenter le Canada ici, je suis fière, je pense prête, même si j'ai essayé mes bâtons ce matin. Je pense que je vais tout donner. Les gens qui me connaissent en me disant, tu sais, Geneviève, si elle en a encore, elle va le donner. Donc, je suis pas une lâcheuse. Je vais donner le max que je peux donner. Puis, juste être fière d'être ici, c'est déjà un gros exploit. Ça va être intéressant parce qu'en fait, il y a certainement beaucoup d'auditeurs qui vont écouter ça a posteriori de la course. Oui. Donc, il y aura un regard intéressant entre ce que vous dites. Ou les bâtons, par exemple. Les bâtons, par exemple. David. Mais si je peux défendre un peu Geneviève, je pense que tu fais du Jacobs Ladder, right? Yes. Fait que dans le fond, tu travailles quand même ton haut de corps de façon cardiovasculaire. Fait que je pense que ça va le faire. Ah ouais. Ah, merci. C'est ça. Pour les bâtons. C'est ça. En ligne sur les bâtons. OK. Bon, tout va bien. Oui. Mais niveau performance, c'est vrai aussi ce que Geneviève a dit. Je pense que le fait qu'on se soit rendu ici, il y a déjà un gros boulot qui est fait, puis on est fiers d'être ici. Donc, c'est sûr qu'on veut tout donner, on veut bien représenter le Canada, mais juste d'être ici, de participer à la course et de faire une bonne course, on va être content là. Sans s'attendre à des grosses, parfaites performances. Là. Et le côté québécois, est-ce que le fait d'être, alors vous êtes une délégation, une dizaine, 10 ou même, québécois 11. Et québécoises, 11, parce que tu comptes l'INSEE Webster, c'est ça, dedans? Non, je pense que c'était le chiffre qui avait été nommé. Ouais, mais parce que l'INSEE est, donc, elle vit au Québec. Mais voilà, elle est résidente québécoise, mais pas québécoise d'origine, mais en tout cas, 10 ou 11, vous êtes nombreux. On est une belle délégation. Vous êtes une belle délégation. Est-ce que ça change quelque chose, ça? Est-ce qu'il y a une énergie? Oui. Rémi, oui. Peut-être? Est-ce qu'il y a une... Geneviève? Moi, je pense que oui, on a une belle énergie. Vous connaissez, vous croisez souvent, vous êtes des amis, on va pas se le cacher, la plupart. Puis, tu sais, même, on peut parler de David Jaker qui, justement, notre papa qui va nous chapeauter. Ah, j'avais dit le grand frère, tu es devenu le papa. OK. Non, mais c'est un peu ça aussi. C'est que je pense qu'on a l'entraide ici, puis les gens du 45 vont... tu sais, on est déjà en train de penser de prêter des bidons en disant, tu sais, pour ton ravito, si te manque de gourdes, on se prête entre nous. On a une des coureuses, une Québécoise, que sa valise n'est pas arrivée. Mylène Sans Souci, exactement. Qui en plus est la dernière à être arrivée, donc c'est vraiment la bad luck, là, pas de chance. Exact. Fait que, tout le monde s'est tourné de bord, puis on prête, on a vraiment, je pense, on a une belle délégation, mais c'est aussi un esprit de famille qu'on a ici. Puis, je pense que c'est important aussi, exemple, d'être là pour Rémi, pour Anne-Marie Comeau, qui faisait leur course aujourd'hui. 14e ex-aequo à la Vertical Race. Exactement. Pour sa première Vertical. C'est important pour nous, les Québécois. Je pense qu'on était tous là à encourager à être dans la race. Puis je pense qu'eux vont être à nos événements. Puis on est content de se voir. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est là que notre énergie est importante puis qu'on est à notre maximum partout, là. Sam, tu disais tout à l'heure que tu avais refusé la sélection en Thaïlande. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Je rappelle une chose, en Thaïlande, les coureurs et coureuses qui ont été sélectionnés pour le Canada avaient l'intégralité des frais à payer
y compris vos chandails, votre linge, aux couleurs du Canada. Est-ce que c'était la raison, en sachant que cette année, il y a du progrès, vous avez été supporté, voilà, en partie du moins, pas à 100% je crois. Mais c'est pas la raison unique honnêtement. Lorsque j'avais en tête de peut-être aller en Thaïlande, c'était sur course en montagne, sur l'épreuve d'ascension, et lorsque j'avais fait les sélections, j'avais eu un spot automatique de par ma position. Ceci étant, ces sélections-là avaient eu lieu en octobre 2021. Pour les championnats du monde donc de 2021 en Thaïlande qui étaient prévus en février. Qui ont été d'abord reportés en novembre 2021 puis en novembre 2022 à cause de la pandémie. Donc tous ces reports ont fait en sorte qu'au niveau de ma planification d'entraînement, il y a la considération financière, mais il y avait aussi une opportunité de course qui s'est ouverte à moi aux États-Unis. C'est plusieurs donc éléments qui ont fait en sorte que j'ai refusé mon spot. Et honnêtement, c'était un pari pour moi parce que je savais que je ne pourrais pas me représenter sur course en montagne parce que les spots étaient ultimement déjà attribués ou allaient potentiellement l'être, dû au fait que Rémi et Alexandre avaient déjà eu leur spot automatique au championnat du monde. Donc ma seule opportunité c'était de me représenter sur trail court, donc c'était un peu un pari pour moi, puis finalement ça a bien tourné. Donc c'est pas l'aspect financier n'était. C'est une des raisons. L'aspect financier a quand même joué dans la balance. Je veux dire, lorsqu'on part de Québec et qu'on va en Thaïlande, juste le billet d'avion coûte peut-être quoi, $2,000, $2,500. Fait que c'est à prendre en considération. Puis si en plus de ça, faut assumer tous les frais. Mais il y avait encore aussi une perspective de calendrier de course, calendrier d'entraînement et une opportunité de course qui pouvait être assez lucrative pour moi aux États-Unis. Donc c'est pourquoi j'ai priorisé cette course-là. Aucun des athlètes, au moins de délégation québécoise, n'est professionnel, on est d'accord. Vous avez tous un travail, des à côté. Mais est-ce qu'on peut en discuter quelques instants, Rémi alors toi, tu étais à Chiang Mai, tu as pris le risque financier finalement de financer, d'investir dans ce championnat-là. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, sans forcément tirer à boulet rouge sur la fédération canadienne, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, et le Canada n'est pas la seule nation concernée par ça, que les athlètes peuvent aller courir des championnats du monde sans support, alors qu'ils courent pour leur pays. En fait, j'ai peut-être une opinion un peu différente des autres, là, peut-être par rapport à ça, mais en fait, je peux comprendre quand même la logique derrière ça, là. Je veux dire, on n'est pas encore rendu à un point aussi que notre sport est vraiment reconnu internationalement. Puis notre niveau, là, on le voit cette année, là, on a vraiment une grosse équipe, mais tu sais, on l'a vu l'année passée, il y avait des équipes qui étaient même pas complètes, là. Fait que on n'est pas encore rendu à un point où que je pense que le sport de course en montagne, course en trail au Canada soit assez élevé pour que ça vale la peine de payer des athlètes pour aller là-bas, selon moi. Je pense par contre que via les commanditaires individuels des athlètes, là, ce serait plus via cette avenue-là que ça pourrait devenir possible d'après moi. Mais c'est ça, c'est sûr. T'sais, si on compare par exemple les athlètes de piste ou de route sur marathon versus les athlètes de trail ou de montagne, je pense quand même qu'il y a une assez grande différence entre le niveau de ces athlètes-là pour le moment. Mais c'est en train de changer. T'sais, on le voit, la course en trail, la course en montagne, ça devient de plus en plus populaire au Québec, au Canada. Fait que j'ai l'impression que dans les prochaines années, à cause de ça, ça risque de changer. Évidemment, cette année, je suis super content d'avoir plus de sport là, du Canada, c'est sûr. Mais je peux quand même comprendre un peu là, la mentalité que justement, on n'avait pas beaucoup de sport là, l'année passée. Sam. J'aimerais quand même rajouter un certain point. Ce qu'il faut dire aussi, puis peut-être pour mettre un peu d'eau dans tout ce vin-là, mais la fédération, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a chapeauté l'équipe, on va dire, de Thaïlande vraiment là, il y a de l'orage. Un bel orage. À la dernière minute. Puis il faut leur donner le crédit et un effort qui a été vraiment mis dans la dernière en backstage pour libérer des fonds pour financer ce sport-là. Mais ça va prendre un financement de ce sport si on veut le développer aussi. Puis c'est pas forcément seulement au niveau championnat du monde, mais je pense qu'il va falloir aussi mettre de l'avant des circuits locaux et des courses locales afin de permettre notamment à des jeunes de se développer. Donc, je suis totalement d'accord. Si je pense par exemple au championnat canadien de course en montagne l'année passée, il manquait beaucoup de coordination. Là. Ça avait été annoncé 1 mois à l'avance que lors des championnats canadiens de course en montagne, puis ça avait lieu en Colombie-Britannique, presque personne s'y pointait. Là, on peut pas s'organiser en un mois. Exactement. Fait qu'il faut clairement qu'il y ait plus d'organisation à ce niveau-là, un peu plus de structure, puis comme Sam l'a dit, d'avoir au moins un genre de calendrier là, officiel, on va dire, de compétition. Tandis que pour le moment, on voit que chaque course sont très indépendantes.
Fait que c'est un peu difficile là, pour un Canadien de savoir ok, ben, quelle course que je devrais faire là, pour vraiment compétitionner avec les meilleurs, là, j'ai l'impression. Mais ce serait quoi, là, celui ou celle qui veut répondre, ce serait quoi créer un circuit avec des courses existantes, avec de nouvelles courses, un circuit fédéral, David? Mais tu sais, il y a déjà, je pense, l'ITRA qui essaye avec le National League. Là. Ouais. Je sais pas, tu sais, j'ai pas trop suivi. C'est un énième circuit international. Oui, c'est ça, mais en même temps, tu sais, c'est quand même celui qui est... c'est le circuit international de la Fédération internationale de trail. Donc peut-être que c'est ce circuit-là qui devrait être, du moins pour les pays comme le Canada qui sont pas hyper développés, qui devraient être les circuits qu'on doit viser. Parce qu'après, il y a déjà d'autres circuits qui existent. Là, on parle des courses by UTMB, des Golden Trail Series, etc. Mais je pense que dans un contexte de qualification pour une équipe nationale, ben c'est le fun d'avoir à la fois des championnats nationaux, mais aussi des... Il y a plusieurs choses qui ont déjà été faites. Il y a déjà des courses qualificatives pour l'équipe canadienne aux États-Unis. T'sais. Ce qui était quand même intéressant parce que c'est des courses très relevées déjà où déjà des athlètes canadiens allaient souvent. Donc c'était pas une mauvaise idée de dire plutôt que de prendre une course canadienne qui est peut-être une course de moins bon niveau puis de la rendre un championnat canadien, ben des fois de dire on fait un championnat canadien aux États-Unis, c'était pas une si mauvaise idée, je pense. Peut-être que c'est ça qu'on devrait. Et en plus, ce qui s'ajoute, c'est qu'il y a la concurrence qui est plus forte et donc la préparation qui doit être encore plus soutenue et finalement le challenge, le défi qui est plus grand. Même sans que ce soit officiel, ça pourrait être de dire on prend les championnats américains de course en montagne comme Rémi a fait cette année, puis de dire les 2 premiers Canadiens cette course-là, automatiquement une place sur l'équipe. Donc c'est pas un championnat canadien, mais ça devient une course de sélection qui est une course de très haut niveau, qui est, disons, relativement accessible en termes de géographiquement. Là. Puis en plus, pour se préparer pour des championnats du monde, je pense que c'est ce genre de course-là qui est parfait. Parce que là, justement, quand moi j'ai fait, c'était au Sunapee Scramble, il y a le mois passé, en avril aux États-Unis. Puis c'était très compétitif. Fait que, les écarts, c'était quelques secondes, maximum 1 ou 2 minutes là, entre les premiers coureurs. Fait que je pense que ça, c'est une très bonne préparation pour les championnats du monde, où c'est vraiment ça. Là. Tu te bats pour chaque position, pour chaque seconde. Fait que voilà, je pense qu'effectivement, ça serait un très bon point. Là. J'aimerais peut-être juste rajouter un dernier petit point, notamment aussi pour la compréhension de nos auditeurs européens. Une des grosses difficultés de coordination, notamment au Canada, sur divers sports, pas juste course en montagne, trail, c'est aussi l'étendue du pays, il faut se le Bien dire, sûr. puis la capacité de voyager dans le pays. Si on prend ça en considération, Montréal-Vancouver, c'est un vol de 5 heures, puis c'est des billets d'avion qui coûtent plusieurs centaines de dollars. Donc, dans un budget de coureur et même en termes de temps et de coordination pour une fédération de s'assurer que tout le monde soit à un endroit, c'est extrêmement complexe. C'est un bon point. Mélodie et Geneviève, je vous ai pas donné la parole sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Mélodie, toi, tu es sur un circuit déjà, hein, tu te concentres sur les Golden Trail Series. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben justement là, cette année, j'ai un peu mis les Golden Trail Series de côté. De côté, oui, bon, évidemment. À cause des Worlds, puis aussi là, je vais faire l'OCC là plus tard Exact, cet puisque été. tu t'es qualifié. Oui. En réussissant je cherche le Canyon Endurance by UTMB. Oui, Une belle 8e place. Et comme c'était un major, l'une des 3 majors, les 10 premiers qui étaient qualifiés. Bravo pour ça en passant. Merci beaucoup. Mais justement, là, si on parle du sujet des séries, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir quelle série qui était le mieux à faire. Est-ce que je dois être sur le Golden Trail? Est-ce que je dois être sur les UTMB? Est-ce que je dois... c'est vraiment difficile de choisir quelle course, quelle série on fait qui est le meilleur pour nous puis le meilleur pour nos performances. Et, donc, oui. Ouais, ben moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés justement à choisir c'est quoi la meilleure série. Il en existe tellement, là, comme tu l'as dit tantôt. Mais en même temps, je peux comprendre pourquoi il y a beaucoup de circuits différents parce que on a un sport qui a beaucoup de particularités. Tu peux retrouver des parcours techniques, pas techniques. En fait, on a un sport avec plein de sports dedans. Exactement. Mais en même temps, on peut comprendre pourquoi. Par exemple, moi, je me spécialise plus dans les kilomètres verticales ou les up and down. Mais je ferais pas un 40 km en trail, par exemple, au Golden Trail Series. Je suis vraiment pas de ce niveau-là. Fait que je pense que c'est quasiment bien qu'on ait plusieurs séries, dans le sens que pour un coureur comme moi, ben, je peux vraiment choisir. Comme moi, par exemple, cette année, j'ai choisi World Mountain Cup, que ça s'appelle, que c'est des courses, justement, kilomètres verticales, peu techniques habituellement. Puis là, ben, ça me permet de performer sur ces courses-là. Tandis que si j'irais plus vers une série de courses plus générale, ou c'est que là, on essaierait, si on créerait, par exemple, une série de courses qui rassemblerait tous ces événements-là, ben, je pourrais pas vraiment performer là, à mon meilleur. Sam? Je vais malheureusement devoir vous quitter.
J'ai une rencontre pré-course dans 45 minutes et j'aimerais vraiment pouvoir. Je pense que Mélodie va être dans ton cas aussi. On est tous dans le merci même pour cas. l'invitation, Nicolas. Merci Désolé surtout d'avoir de pris couper le ça temps. Mais non, vous avez d'avoir pris le temps de venir au micro de la bande AD+. Merci à tous les deux. Bonne course demain. Merci beaucoup. C'est De vraiment toute façon, il apprécié. y a plus qu'à maintenant. Exactement. Salut à tous les deux. Oh, ben moi aussi, on va... Eh ben Geneviève s'en va aussi, puis David s'en va aussi. Donc on va On couper vous la laisse discussion et puis on va en passer tête à tête. avec d'autres athlètes. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors on est de retour avec Rémi Leroux, toujours avec nous, et Anselme Power, Bonjour. le petit frère de Sam. Toi tu es là et tu es le seul junior. Non, il y a d'autres Je juniors. suis vraiment le seul junior sur l'équipe. Voilà, donc tu es le junior qui va participer à la course classique de course en montagne samedi. Donc toi tu as 18 ans. Tu débutes, on va dire, en course en montagne ou tu as déjà une belle expérience? Je dirais pas que je débute en course en montagne, vraiment, j'en fais depuis plus de 10 ans. Ah bah c'est ça, t'es pas du tout un Mais débutant. il faut aussi considérer qu'en trail, il y a différentes facettes, je dirais. Il y a les distances plus courtes, que ce sont celles que je fais, c'est ça depuis bientôt 10 ans. Et il y a le plus long, qu'évidemment, moi, je ne fais pas d'ultra-marathon encore. Donc, il faut quand même apporter cette nuance-là, mais ça fait un bon bout, oui, que je cours dans la forêt. Pour être, voilà, on parle de course en montagne ou de course en sentier parce que on va dire que c'est pas la même affaire. C'est pas la même chose. Après, ça dépend parce qu'il y a plein de fédérations différentes à l'international. Moi, je pense qu'on peut vraiment appeler ça de la trail, même si c'est un terme anglophone. Donc, ça fait 10 ans que tu fais de la course trail. en montagne. C'est ça. Moi, je pense que rendu là, ça reste un sport qui est pareil, comme il y a différentes facettes à l'athlétisme, qui est quand même aussi un sport où il y a beaucoup de courses. Je pense qu'on peut parler de course en montagne. Je trouve même que c'est pas forcément une bonne chose qu'on commence à essayer de catégoriser toutes les distances. Moi, je pense qu'il faut vraiment le voir sous un œil global, mais avec des facettes différentes. Ce qui est intéressant, c'est que la course en montagne, souvent, c'est très athlétique. Et toi, comme tu fais des courses relativement courtes, on est effectivement plus proche de la course en montagne, notamment le vertical. Tu seras donc sur le up and down de samedi. Comment tu te sens? C'est, j'imagine, tes premiers championnats du monde. Ouais, c'est ce une belle sont opportunité. mes premiers championnats du monde. Je suis vraiment très excité, mais en même temps, je suis très concentré sur la performance que j'ai envie de faire et pour laquelle j'ai beaucoup travaillé dans la dernière année. Dans le fond, j'avais fait une course à l'été dernier qui m'avait permis de me qualifier pas mal pour la Thaïlande, qui était Loom Mountain Race au New Hampshire. Que Rémi a Que couru Rémi aussi. avait aussi fait, d'ailleurs. C'était les championnats américains de course en montagne. Fait que la compétition était vraiment, vraiment dense pour la course. Puis c'est ça, Ansem a fait une super bonne course. Fait que c'est entre autres grâce à cette performance-là qu'Ansem, là, il a pu se qualifier sur l'équipe. Là, Tu cette t'es fait année. repérer. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, pour cette fin de semaine, parce que ma course c'est samedi, je suis vraiment prêt. Surtout qu'il y a beaucoup de... Et c'est vraiment un profil de course, en fait, qui me satisfait beaucoup puis qui me convient pour mon profil de coureur. C'est-à-dire qu'il y a une très grosse descente, beaucoup sur l'asphalte, donc qui va pouvoir vraiment me permettre de mettre à profit mon côté rapide, plus de coureurs sur piste et de route. 15 minutes 52 sur 5 km sur piste, ton temps de référence. Ouais, que j'ai fait l'an dernier. T'avais donc- 17 ans. C'est ça. Donc, ça permet vraiment aussi... Il y aura d'autres juniors qui vont être là, qui n'ont pas forcément ce côté rapide, mais qui vont être très forts dans la montée. Donc, moi, mon plan, ça va vraiment d'arriver en haut de la pente, parce que dans le fond, c'est ça, c'est vraiment juste une côte après une grosse descente et c'est fini. Donc, ça va être, dès que j'arrive en haut de la côte, on passe sur une deuxième vitesse et on accélère énormément jusqu'à la fin, en mode vitesse, une belle foulée. Ce serait vraiment ce que je voudrais, tout en poussant évidemment dans la montée, mais je pense que c'est vraiment dans la descente qu'il y a beaucoup de temps à aller chercher. En fait, c'est la moitié du parcours des seniors. Les seniors, ils refont une boucle après, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, une montée-descente. Mais la stratégie, en fait, va être très différente parce que c'est ça, vu que nous, on n'a pas une deuxième boucle à faire et qu'on a juste 7 Il km. n'y a pas de gestion. Dans la côte, il faut qu'il y ait une gestion parce que sinon, tu sais, crames. Si tu pars, ouais, c'est ça, tu vas cramer. Mais, je pense qu'il faut quand même, il va falloir faire attention dans la côte, ça va pas aller trop vite pour vraiment avoir une deuxième vitesse à aller chercher et pas trop, se ralentir ou prendre le temps de se reposer en haut. Non, il faut repartir directement. Donc, tu as l'air ambitieux. Et puis, j'ai entendu dire que tu avais vraiment les moyens de faire quelque chose de grand samedi. C'est quoi tes ambitions? Mes ambitions, ce serait vraiment d'avoir une course où je finis la course, j'ai plus rien du tout dans le coffre, j'ai donné toute mon énergie
Ça viendra avec la position qu'il y aura. Moi, je ne cours pas forcément pour la position, surtout en plus, c'est mes premiers championnats du monde. Moi, je vais courir vraiment pour sortir une belle course, pour être fier de moi. Vraiment pour plus qu'il me reste rien. Surtout que j'ai eu un petit pépin, c'est pas forcément super grave, j'ai eu un petit pépin au fessier que j'ai eu dans le dernier mois qui m'a pas vraiment permis d'avoir exactement les entraînements que j'aurais voulu. Mais maintenant, c'est passé. Donc, je garde ça quand même en tête. Mais en même temps, non, les positions, moi, je suis là pour compétitionner. Je suis pas venu jusqu'en Autriche pour me donner à 80%, ça va être pour se donner à 210%. Ouais. Je vais pas te retenir très longtemps, mais j'aimerais te poser une question puisque tu es jeune et on a parmi les Québécois pas mal de jeunes qui sont en train d'arriver sur le trail, ce qui est une tendance mondiale, c'est-à-dire que les jeunes arrivent beaucoup plus tôt en ayant des compétences athlétiques importantes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as l'impression que c'est une tendance réelle, que autour de toi, d'autres jeunes vont arriver sur les trails, sur les UTHC par exemple, et tous les trails qui ont une certaine réputation au Québec et qui vont changer un peu la donne? Ben, mon opinion est divisée en deux en fait sur cette question-là. La première, c'est que oui, c'est une bonne chose que les jeunes fassent... Il pleut là, hein, c'est ça le bruit qu'on entend. Que les jeunes fassent plus de la vitesse quand ils sont jeunes, donc je dirais jusqu'à 20 ans même, de travailler sur la piste, de travailler sur la route pour aller chercher ces qualités de vitesse qui après sont beaucoup trop difficiles à aller chercher comparé à quand on est jeune. Donc, il faut vraiment se forcer à aller sur la piste, à faire des entraînements beaucoup plus courts mais plus intenses pour aller chercher ça. Donc oui, c'est bien, mais en même temps, je trouve que c'est pas bien qu'il y ait aussi peu en fait de jeunes qui fassent de la trail ou qui veulent compétitionner même aux États-Unis si on pense au Canada ou à l'international comme aujourd'hui je suis en train de le vivre. Parce que le sport de la trail, oui, c'est un sport de course, mais aussi un sport qui est très différent de la course sur piste. C'est un sport aussi qui permet de découvrir plein de choses super intéressantes à propos de la nature, de l'environnement, de la gestion personnelle de l'effort et tout. Donc, moi, je pense qu'il y a deux facettes. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour allier ces deux facettes-là. Moi, je pense qu'on manque, pour parler du Québec, on manque de courses compétitives pour les jeunes, mais qui veulent compétitionner, pas juste des 5 km qui sont juste comme sur la route pendant qu'il y a des longues distances qui se font dans le même événement. Ben, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on a midi. Puis en fait, on voit, il y a quand même des courtes distances dans les événements de trail au Québec, mais c'est rarement vu comme des distances compétitives. Donc, ça rend ça moins intéressant, moins attrayant pour des juniors de dire « Ah, moi, je veux vraiment me pousser à fond, là, je vais aller faire telle course, là, par exemple, je sais pas, le QMT 5 km ou je suis même pas sûr qu'un QMT 5 km, là, mais l'UTHC j'en profite, l'UTHC commence à segmenter en âge les petites distances. C'est un petit peu aussi spécial parce qu'il faut aussi prendre en compte que les jeunes de mon âge qui sont compétitifs en course à pied font à 90% sur les longues distances aussi du cross-country. L'UTHC, si je me trompe pas, c'est à l'automne. C'est pile au milieu de la saison de cross-country. Ça, c'est vraiment pas un bon moment pour nous parce qu'on a énormément de courses déjà de cross. Donc, c'est difficile à allier. Donc, il faudrait plus aussi des courses plus tôt dans la saison qu'à l'automne. En fait, c'est vrai que les événements se calibrent sur d'autres événements, c'est ça que tu veux dire, d'autres cycles sportifs. Ben pour les jeunes, comme je dis plus tôt, c'est super important d'aller faire de la track, de la piste et de la route et du cross-country parce ça permet de développer des qualités de vitesse. Donc, dans un sens, oui, je le pense. Surtout si on veut aller chercher des athlètes qui plus tard pourront se développer à l'international et devenir performants. Il faut, oui, que le système sportif et les compétitions puissent permettre à ces athlètes de se développer de cette façon. En ce moment, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, tu vois, d'aller chercher un profil, par exemple, professionnel, pourquoi pas, en course en montagne quand on est jeune, ou bien il faut effectivement passer uniquement par les cross-country ou la piste. C'est quelque chose qui te tente, toi, là, de devenir athlète professionnel? Est-ce que c'est quelque chose que tu as dans la tête? Bien sûr, c'est mon rêve. Ben oui. Eh ben, on va te le souhaiter, alors. Ben, merci beaucoup. Et surtout, bonne course samedi. Un petit mot peut-être, Rémi, sur Anselme? Ouais, ben moi je trouve ça vraiment vraiment cool qu'il soit là cette semaine. C'est la première fois qu'on a un athlète junior canadien au championnat du monde. Puis en fait, je serais vraiment pas étonné que dans les prochaines années, là, dans 10 ans par exemple, là, la course junior, presque tous les pays là qui sont là dans la course senior vont avoir une équipe junior aussi. Je pense que c'est un sport qui est beaucoup en développement, mais beaucoup en développement de manière très rapide. Fait qu'on voit là, vraiment d'année en année, ça devient de plus en plus dense.
Fait que je trouve que c'est vraiment super qu'il soit là. Je pense que ça montre un bon exemple à d'autres juniors québécois ou canadiens qui voudraient se tenter là, sur l'équipe l'année prochaine. Puis non, je trouve ça super cool. T'sais, on a fait plusieurs courses. Il a fait Lone Mountain Race que j'ai fait l'année passée. Cette année, on a fait Sunapee Scramble, qui était aussi les championnats américains, mais là de cette année en 2023. Fait que non, je pense que Awesome, je pense qu'il va super bien faire samedi. Puis je pense qu'il montre un très bon exemple là, pour d'autres athlètes juniors. On pourra réécouter dans quelques années le podcast en disant oh là là, il n'était pas encore ce grand champion qu'il est devenu. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Ce serait cool, c'est sûr. Puis merci à toi aussi de nous permettre aussi d'être là. Ben, c'est un plaisir. Salut. Ben, merci. Allez, on continue notre petit tour de table avec Rémi Leroux. D'autres Québécois et Québécoises se sont installés autour de moi. Je commence avec Mylène Sans Souci. Salut Mylène. Bonjour. Alors toi, tu es super contente parce que juste avant qu'on allume les micros, tu es arrivée la dernière et malheureusement, ta valise n'a pas suivi. Effectivement. Et donc, tu as eu peur. En fait, tu as acheté du matériel pour ta course de vendredi puisque tu fais le long. Mais finalement, tu vas pouvoir utiliser tes choses. Alors, comment tu te sens et raconte-nous un petit peu tes émotions parce que c'est pas forcément... je suis très soulagée. Je me suis fait des plans BCD depuis mon arrivée hier matin. Mais c'était certain que pour moi, il fallait que j'aille courir aujourd'hui, tester le parcours. Alors, la première chose que j'ai fait ce matin, c'est aller m'acheter une paire de souliers. J'ai pas trouvé les souliers avec lesquels je cours normalement, mais c'est pas grave. J'ai testé une nouvelle sorte de souliers. Et puis, pendant le meeting d'équipe pour le trail court et long, la dame de la réception est venue me chercher et mon sac est arrivé. Alors, tous mes plans de remplacement, d'équipement, bâton, sac d'hydratation, tout ça, ben c'est pas ce que je vais faire. Je vais y aller avec tous mes plans A. Et voilà. T'es bien contente de ça. Oui. Mais du coup, tu as pu aussi voir, on en parlait aussi précédemment, tu as pu aussi voir la solidarité des uns et des autres parce que finalement, tout le monde t'a aidé et t'aurais été capable de prendre le départ dans des conditions à peu près correctes. Ben oui, finalement, tu sais, côté vêtements, ben Bernadette avait du surplus. Donc, c'est avec ça que j'ai couru aujourd'hui. Ma coloc de chambre est tellement gentille, elle me prêtait tout. Elle fait le trail court demain. Alors, je pouvais profiter de ça pour qu'on s'échange de l'équipement. Puis, j'aurais été correct, mais c'est pas la même chose que courir dans tes propres souliers avec lesquels tu es habitué. Il y a un petit élément de confiance en plus. Oui, le sac d'hydratation, tu sais, avec je me suis acheté dernièrement le petit Quiver pour ranger les bâtons, tu sais, les petits trucs qui font la différence. Oui. Alors là, j'ai tout. J'ai pas dit, alors évidemment, t'as un palmarès, je te donne quelques éléments. T'as particulièrement performé sur les courses de l'Ultra Trail Arikana. Tu as fait deuxième l'année dernière sur le 125 km. Tu as gagné déjà le 80 et une deuxième place également sur le 65. Et puis tu es une grande championne du Trail du Grand-Duc puisque t'as 4 victoires au compteur avec plusieurs distances là-dedans. Rémi, ça va? On a enregistré à plusieurs reprises, puis j'ai l'impression que ton niveau de fatigue, je rappelle que t'as couru la verticale tout à l'heure, est en train de chuter. Je me trompe ou pas? Ouais, non, tu te trompes pas. Mais au moins, on est allé manger tantôt, fait que là, ça va un petit peu mieux, mais c'est sûr que les courses verticales comme ça, c'est difficile, surtout au niveau de l'énergie. Là. Mes jambes sont vraiment correctes, là, parce que t'as moins d'impact vu que c'est en montée, mais au niveau de l'énergie, ça, c'est sûr que t'en perds pas mal, fait que, ouais. Et puis t'as un bonnet rouge aussi. Il y avait un soleil resplendissant aujourd'hui, mais toi, t'as juste le nez. Moi, j'ai toute la face. Fait que c'est le soleil. J'espère que vous aurez un beau soleil vous aussi demain. Il a plu beaucoup ce soir. Ça a l'air de se calmer un petit peu. Alexandre Ricard, toi, tu es un grand champion. On parle assez peu de toi parce que, alors, tu es québécois, mais tu es exilé, j'allais dire. C'est pas exilé, mais tu es à l'autre bout du pays, dans l'Ouest canadien. Pourquoi d'abord? Pourquoi tu es de ce côté-ci du Canada? J'ai déménagé en fait là-bas, ça va faire bientôt 5 ans cet été. En fait, je me suis retrouvé là-bas parce que j'ai rencontré
ma copine Valérie, qui gradue en chiropratique. Puis elle voulait vivre l'expérience de l'Ouest canadien. Elle gradué en chiro, donc à regarder pour les endroits où ce qu'elle pouvait travailler. Puis pour finir son anglais, donc l'Ouest canadien était une bonne option. Puis on a tombé par hasard à Squamish, où ce que c'est une des plus belles places. Un paradis du trail. Ouais, exact. Puis moi, je me suis lancé là-dedans sans vraiment savoir où ce que je m'en allais. Puis tu vois, là, c'est ça va faire 5 ans. Puis on n'a pas comme plan de revenir au Québec pour tout de suite. Et pour le coup, on a souvent la question de se dire au Québec, on n'a pas des grandes montagnes, comment on fait pour s'entraîner quand on fait du gros dénivelé? Toi, c'est pas une problématique que tu as. Non, pas du tout. Puis en fait, je dirais que la grosse différence, c'est de pouvoir s'entraîner l'hiver. Je pense que c'est surtout ça, parce que tu sais, il y a quand même des belles montagnes au Québec où tu peux bien t'entraîner, mais l'hiver, faut que tu trouves d'autres disciplines ou que tu cours quand même Tu veux dire au Québec, là? Ouais, c'est au Québec, c'est ça. C'est plus compliqué s'arranger versus au BC. Ben, je peux vraiment courir dans les trails à l'année longue. J'ai peut-être 2 semaines où je ne pourrais pas pratiquer dans les trails, ou sinon, là, je peux vraiment... c'est vraiment pas de différence avec ce que je fais l'été. Donc toi, tu es un ancien coureur de triathlon. Tu es, si je m'en réfère à l'ITRA du moins, le 3e meilleur Canadien, toutes distances confondues. Et tu as... plusieurs performances, notamment en course en montagne. La dernière, alors je vais parler dans quelques instants du championnat du monde, mais tu as battu le grand Joe Gray chez lui aux États-Unis, puisque tu as remporté le championnat américain de course en montagne. Tu as gagné la Vertical Race, et le lendemain ou le surlendemain, tu t'es classé 2e sur la classique, donc le up and down, le montée-descente. Je dis pas de bêtises? C'est bien ça. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Tu as couru la verticale. Tu as fait une performance tout à fait honorable. Tu termines 17e. À Chiang Mai, en Thaïlande, tu avais terminé 10e. Mais là, il y avait une stratégie un petit peu différente, si je ne m'abuse. Tu voulais essayer de voir ce que tu étais capable de faire en appuyant sur la pédale d'accélérateur dès le départ et jouer devant le plus longtemps possible. Raconte-nous ça. Ouais, exact. En fait, en Thaïlande, j'ai terminé 10e. Mais quand on est rentré dans le sentier, je devais être autour de 30e. Puis j'ai vraiment remonté le peloton très rapidement en Thaïlande. Puis à la mi-course, j'étais 4e. Puis même à un certain point dans la course, j'étais rendu 3e. Mais 1 kilomètre plus loin, j'ai vraiment payé cet effort-là. Puis j'ai perdu beaucoup de position dans la deuxième moitié de course pour finir 10e. Puis après coup, je sentais que j'avais peut-être laissé un petit peu sur la table le fait de ne pas avoir parti assez vite en début de course. Fait que c'est pour ça que là, l'objectif aujourd'hui, c'était de me mettre dans une situation où je pouvais vraiment viser un top 5. Fait que je suis parti avec les leaders dans cette idée-là de pouvoir vraiment viser un top 5. Puis, les Africains, en l'occurrence. Ouais, exact. Puis, mais j'ai quand même été en mesure de tirer la plug au bon moment. Fait que j'ai quand même sauvé les mains en quelque sorte. Là, pour tirer la plug pour les Européens qui nous écoutent, c'est mettre la pédale un peu douce et de te mettre en gestion pour réussir à aller jusqu'au bout, c'est ça? Exact, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que j'ai quand même payé l'effort, je te dirais, de 8 à 16 minutes, parce que là, j'essaie de faire descendre les fréquences cardiaques. Mais j'ai été en mesure de faire une bonne dernière montée là, sur la pente de gazon jusqu'au final. Puis j'ai réussi à reprendre peut-être 2-3 positions. Donc, justement, les 2 Français qui m'avaient ramené, je pense, sur le plat, puis j'ai pu aller en chercher. Pour ceux qui connaissent un petit peu, tu t'es mis entre une légende de la course en montagne, Manu Messa, qui est encore le champion de France master de course en montagne cette année, et le vice-champion de France de course en montagne, Quentin Melleux. Moi, j'aimerais quand même que tu nous dises un mot, puisque tu as couru un petit peu avec eux. Ça fait quoi? C'est quoi c'est quoi ton analyse de la course des Africains, notamment de Patrick Kipengeno? Encore une fois, pour les spécialistes des indices de performance, on les a reçus juste avant le début du podcast, et son indice de performance, donc sur une échelle allant de 0 à 1000, elle est de 951, c'est complètement exceptionnel. Alors on l'a vu, il avait l'air de voler même dans le mur, le Kenyan Patrick Kipengeno. Mais dis-nous un petit peu, c'est quoi ton ressenti quand tu cours avec eux? Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, j'avais quand même une stratégie agressive aujourd'hui, mais j'étais très confiant de mon niveau de forme sur un parcours avec des bons steps. Puis la première partie de course, c'était vraiment des bons steps parce qu'on devait enjamber des racines, des escaliers. Puis moi, j'étais persuadé que les Kenyans puis les Ougandais allaient craquer à un certain point dans cette montée-là. Mais ils couraient chaque step. Puis je les ai pas vus faire aucun pas de power hike. C'était vraiment, ils essaient de tout courir.
Fait que ça, c'était vraiment impressionnant là, de les voir courir comme ça, malgré le fait qu'ils ont des tout petites jambes. Là. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Il y a une vraie différence en termes de physionomie. Ouais. Anne-Marie Como, qui est à ta gauche. Anne-Marie, toi, j'ai dit une petite bêtise tout à l'heure. On a fait une vidéo et puis je disais que tu étais une habituée de la course en montagne. Alors, tu es une habituée du trail depuis plusieurs années, mais pas tant de la compétition de trail. Par contre, tu as un palmarès en course sur route, tu as le record québécois du demi-marathon, tu as été une universitaire très costaud, tu as été au niveau, tu as été avec l'équipe Canada aux Jeux Olympiques, lesquels d'ailleurs d'hiver? En 2018. En ski de fond. Ouais, en Corée du Sud. Tu es une athlète très complète et qui finalement maintenant arrive sur le trail et la course en montagne. 14e ex-aequo. Aujourd'hui, devant toi, il y a juste la championne du monde de Chiang Mai, l'américaine Ali Mac, je sais jamais si je le dis bien le nom, mais McLaughlin, voilà. Je pense que ça va être. L'ancienne je sais pas championne plus comment du monde. le dire. Donc, course, tu nous l'as dit, t'es plutôt contente? Oui, super contente. C'est sûr que j'étais un peu stressée quand même avant la course, là. J'avais aucune idée. D'où t'allais? Ouais, exactement. J'avais aucune idée où je pouvais me positionner dans le peloton. Donc, c'est sûr que, comme Ricard un peu, moi, mon défi, c'était de partir vite. Mais j'ai pas fait comme Ricard, là. J'ai plus été, j'ai parti vite, mais je savais qu'il fallait que je me positionne autour du top 10-15, là. Donc, les premières, je les ai laissées aller, puis je savais que j'allais craquer après peut-être 2-3 kilos. Donc, j'ai comme pris mon pace, puis les filles autour de moi allaient un peu à la même vitesse. Puis là, j'en dépassais, je me faisais dépasser aussi. Donc, ça, c'était stimulant. Puis, j'ai vraiment aimé mon expérience. Alpine. Hein? Ça, ton expérience alpine, ça, c'est oui, quelque chose que oui. tu as découvert. Les Alpes. Oui, ben, tu sais, j'ai couru souvent, même juste en ski de fond. J'ai souvent couru dans des montagnes et en tout. Altitude aussi? Oui, exactement. Mais jamais racé 1 km vertical. Donc ça, cette expérience-là de c'est à côté sur, mettons, 45 minutes à 50 minutes, j'ai vraiment aimé ça. Puis je vais leur faire ça, c'est sûr. Puis tu vas commencer par le refaire dès samedi, puisque tu t'alignes également sur la classique montée-descente, puis montée-descente, puisque c'est deux boucles assez costauds. Tu me disais qu'il y avait à peu près 300 mètres de dénivelé. Oui, à peu près. Là, je vais aller faire le parcours, mais de ce que j'ai regardé, c'est à peu près 300 à 350 mètres par tour, puis c'est à peu près 7 à 7,5 km. Par contre, pas technique du tout. De ce que je me suis fait dire, mais je l'ai pas fait, donc je pense que c'est relativement non technique, mais j'ai hâte de voir c'est quoi la définition de pas technique, mais je pense que c'est quand même assez roulant. Là. À côté de toi, Jean-Philippe, c'est ton chum, ton amoureux, Jean-Philippe Thibaudot. Avant de parler de toi, Jean-Philippe, est-ce que tu peux me parler de ta blonde? Comment t'as trouvé sa course? T'étais là-haut pour la supporter. Alors évidemment, c'est un peu frustrant ces courses en montagne parce qu'on est obligé de se mettre à un point puis on voit juste ce qui se passe à ce point-là. Bon, le mieux c'est d'être près de la fin comme là où on était placé. Ben, j'ai été chanceux parce qu'il y avait un de nos teammates de l'équipe Canada qui avait des données cellulaires. Donc, on a pu regarder le départ, autant des gars que des filles, le live stream, qui était quand même très bien. Il faut leur donner l'organisation, c'était le fun. C'est sûr que j'ai vu une Anne-Marie qui était stressée avant la course. Mais moi, j'étais quand même... Je l'ai vu s'entraîner, je me suis entraîné beaucoup avec. On s'entraîne souvent ensemble, puis j'étais très confiant que ça allait bien aller, là. Elle est vraiment forte. Elle a beaucoup de puissance avec son background de ski de fond, donc c'était certain qu'elle allait bien s'en tirer. Là. En plus, elle avait la vitesse pour être bien placée dès le départ avec le premier 900 mètres. Donc, moi, j'étais stressé, évidemment, mais j'étais très confiant d'un bon résultat. Bon, est-ce que tu es stressé pour ta course? Toi, tu seras sur le long. Alors, toi, tu es un triathlète. Qu'est-ce que j'ai dit? Une bêtise? Oh. Toi, tu es un triathlète à l'origine. Tu t'es converti au trail, plutôt pas mal. Tu as une victoire aux 50 km du QMT, également aux 80 km. Tu as les temps de référence sur les deux courses, le record. Et puis, aux derniers mondiaux de trail en Thaïlande, tu as terminé 32e. Tout à l'heure, tu m'as repris en me disant, ouais, 31e, si on enlève la femme qui est devant. Mais c'est quand même une performance parce qu'en plus, les conditions en Thaïlande étaient particulièrement différentes de ce que tu peux être habitué au Québec avec une très forte humidité notamment. Alors comment tu appréhendes cette deuxième expérience sur un championnat du monde, là dans des conditions alpines? Toi qui es un habitué.
des efforts des compétitions. Ouais, c'est sûr que même si on enlève le fait que c'est un championnat du monde, ce qui ajoute beaucoup de pression, ben que je me rajoute beaucoup de pression, en fait, personnelle. Juste le parcours en tant que tel, il fait quand même peur avec, je crois que c'est officiellement 87 km, 6500 mètres de dénivelé positif et 7000 de dénivelé négatif. Donc, c'est sûr que le parcours à la base, il est costaud. Là, je veux dire, au Québec, on n'a pas vraiment l'occasion de faire des courses avec autant de dénivelé positif. Donc, si je regarde la course avec laquelle qui était le plus semblable, c'était probablement la Thaïlande avec 80 km et 5000 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est sûr que ça amène un bon stress, mais j'ai bien hâte. Puis, tu sais, je me dis que même si la journée est plus dure, on a vraiment une belle chance d'être en Autriche avec les vues et les paysages qu'on a. Donc, ouais, c'est splendide. Hein? Ah, c'est incroyable. Juste tantôt, quand on encourageait le kilomètre vertical, la vue à 360 degrés, ça n'a pas de prix, ça là. C'est vrai que c'est très beau. Tu parlais du 7000 mètres de dénivelé négatif. On peut travailler, peu importe en fait où on est le dénivelé positif. C'est beaucoup plus compliqué d'aller stresser les jambes au niveau que ce que tu vas stresser les tiennes vendredi. Tu t'es préparé comment à encaisser ce choc en excentrique? Ben, il n'y a pas énormément de solutions. Là. Je veux dire, on a fait, je dis on, parce qu'avec Anne-Marie, on a fait beaucoup de... Vous êtes beaucoup en duo, d'une manière générale, quand vous faites vos entraînements. Hein? Ben, quand même, quand on fait les entraînements aérobiques, disons, comme ça, ou zone 1, zone 2, même intervalle sur route cet hiver, je veux dire, on fait les mêmes entraînements, mais évidemment, on va pas à la même vitesse. Elle va bien plus vite que toi. Ouais, c'est ça. Moi, je traîne derrière. La patte. J'essaie de suivre, mais... C'est ça qui me pousse à être meilleur aussi. Hein. Cet hiver, on a fait beaucoup d'esquimaux. Donc, ça a été vraiment une belle découverte. Ça a aidé découverte aussi. Pour vous deux. Oui, ça a vraiment aidé aussi à faire passer l'hiver québécois qui, des fois, est long. Est très long et très dur. Moi, personnellement, courir l'hiver, je trouve ça plus dur. Donc, avec le skimo, ça l'a vraiment aidé parce que je pouvais faire mes intensités à la course puis mon millage en skimo. Donc, ça a vraiment été une belle hiver pour ça. Puis après ça, ben, pour la préparation, dès que la neige a commencé à fondre, ben, ça a été démonté. Moi, personnellement, je reste à la base du Mont-Saint-Anne. Donc, dans la région de la capitale nationale, puis c'est le pays du QMT. Ouais, le pays du QMT, exactement. Puis ben, ça a été de faire des intervalles uphill en montée, des intervalles en descente et beaucoup de montée-descente du Mont-Saint-Anne. Tu le connais par cœur, là? Ouais, je le connais par cœur, ouais. Ouais. Est-ce que tu as un record là-dedans? Il y a Jean-François Cochon qui doit avoir un record ou deux. Mais malheureusement, si tu veux savoir la vérité, il y a un gars l'année passée qui s'est acheté des billets d'avion puis qui a décidé qu'il venait faire une semaine de record Strava sur la montagne. Ah ouais? Mais ouais. Qui ça? Alexandre Ricard. Ah! Donc, les KOM de la montée... Il les a tous pris? Non. Il m'en a laissé un. Parce qu'il n'était pas au courant qu'il existait celui-là. Alors, pour la petite histoire, vous deux, vous connaissez bien puisque vous avez partagé des camps d'entraînement à l'époque où vous étiez tous les deux triathlètes. Ouais, on a vécu plein de belles aventures. Je pense que c'est un peu là qu'on a découvert notre passion pour la trail aussi durant ces camps d'entraînement-là. Hein? Ah oui? Ouais, c'est vrai parce que à ce moment-là, on faisait pas du tout de trail, mais à chaque fois qu'on avait l'opportunité de sortir de la route, entre les trails, entre les sorties de vélo, entre les entraînements de natation. Entre deux entraînements, allez, on monte là où on peut monter, ouais, c'est ça? On regarde ce qu'il y a autour, puis ça a l'air intéressant. On va aller explorer qu'est-ce que ça a de l'air. Et ça plaisait pas trop aux entraîneurs de triathlon, de natation surtout? Moi, je me souviendrai tout le temps, une fois, l'entraîneur de l'équipe du Québec avait demandé à ce qu'on fasse une récupération active à la course à pied sur route, 20 minutes. Puis avec Alex, on avait dit, franchement, on va aller. On est en Arizona, à Tucson, on a des sentiers partout, donc on va en profiter pour aller dans les sentiers. Et ce qui était supposé être 20... Puis en fait, il y a beaucoup de monde qui voulait nous suivre parce que notre projet était beaucoup plus fun. Hein, fait qu'on était comme un peu le dark side de l'équipe du Québec, mais c'est là qu'on est allé faire notre super aventure. Là. Alex? Ouais, c'est ça. Fait qu'on était 4 gars. C'était comme JP dit, c'était supposé être un jog recovery d'une 20aine de minutes. Puis on était partis, je pense, pendant
près de 3 heures, 2h30, 3 heures. Donc, pratiquement la durée totale qu'on était supposé être en mode relax, les jambes levées, prêts pour aller faire la deuxième entraînement qui était, je pense, une natation en soirée. Puis, dans la descente de la montagne, il y a un des gars qui a trébuché. Il avait pas son t-shirt, le dos tout graffiné. Fait que là, quand on est arrivé à l'entraînement de natation, ben là, le coach... C'est important de dire aussi qu'on était parti dans le désert, pas d'eau. C'était tout ça, c'est intelligent, ça, par contre. Ouais, c'est là que nos folies ont commencé. En plein après-midi, ouais. et pour combien d'heures vous êtes parti dans le désert, pas d'eau? 3 heures. Oui. Donc vous êtes revenu complètement déshydraté? Ouais. Parce que j'imagine que vous avez pas... Quand vous êtes à vélo, ça roule bien vite. Ouais, en vélo, on était quand même... Alex était très solide en vélo aussi. Ça, c'est une autre façade de cet homme que tu ne connais pas. Il est bon partout. Moi, je me souviens d'un Alexandre Ricard qui était pas en forme en vélo. Dans le temps, on faisait de la compétition de vélo l'été. Et puis, c'était un vertical en vélo. C'était pas vraiment un vertical, mais c'était un uphill. Mm-hmm. Donc, il y avait une approche sur route de 7 km. Puis après ça, c'était un 3 km vraiment à pic. Puis Alex avait juste dit, les gars, moi, je suis pas en forme, donc je vais partir sur le gun. Fait que les équipes, ils vont être obligés de me chasser. Et puis, ça va vider les énergies. Puis après ça, vous allez pouvoir faire de quoi dans la montée. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune équipe qui a été capable de ramener Alex. Donc, il a gagné. Il rit. Je donne la parole à Rémi, parce que Rémi, t'as appris à connaître Alex il y a quelque temps, notamment sur la course en montagne et puis sur les courses aux États-Unis. Et puis vous allez tous les deux, je l'ai dit un petit peu plus tôt aussi, je crois, participer à plusieurs courses en montagne en Europe durant l'été. Est-ce que tu peux nous parler d'Alex, qui de toute évidence est un phénomène? Je sais que tu es plutôt humble et que tu te la ramènes pas trop, là, comme on dit en français, mais on va quand même laisser Rémi dire tout le bien qu'il pense de toi, ou le mal d'ailleurs. Ouais, en fait, Alex, il est pas très présent sur les réseaux sociaux, fait que peut-être que le monde le connaît pas. Il est pas présent, autant. Il n'existe pas sur les réseaux sociaux. Non, c'est ça, mais effectivement, c'est un athlète incroyable, puis je me considère vraiment chanceux de l'avoir comme coéquipier. C'est sûr qu'on n'a pas vraiment la chance de s'entraîner ensemble vu qu'il habite à l'autre côté du pays, mais je me considère vraiment chanceux de l'avoir. On participe beaucoup aux mêmes compétitions. On n'est pas beaucoup au Canada que justement on se spécialise dans ce genre de courte distance-là, style vertical ou up and down. Fait que moi, en tout cas, je suis super content que ça soit là. Je suis vraiment excité de faire les prochaines compétitions qu'on a ensemble. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça me pousse beaucoup à me dépasser, puis ça me donne un peu une cible à atteindre. Je sais qu'Alex, il est meilleur que moi, mais en même temps, je sais qu'il est pas si loin que ça que moi. Fait que ça me motive vraiment à continuer à travailler fort puis essayer d'atteindre le prochain niveau. Puis c'est comme j'ai mes propres résultats. Puis je pense que des fois, ça pourrait être facile pour moi de dire je suis vraiment content de ma course, mais d'avoir toujours Alex quelques positions en avant, ça me dit ok, mais il me reste encore de quoi là pour aller chercher une autre coche là. Alex, est-ce que tu te comportes avec Rémi comme avec les autres cyclistes en te disant allez vas-y rattrape-moi puis tout faire pour ne jamais qu'il te rattrape? C'est quoi là c'est pas une blague, mentalement c'est comme ça que tu te places? Non, pas du tout en fait là, je le vois plus comme j'ai quand même un bon background j'ai fait de la track, j'ai fait du triathlon, fait que j'ai fait beaucoup de sport puis des distances tout le temps dans les mêmes durées, d'une heure et moins. Donc, j'essaie de partager un peu cette expérience-là que j'ai. À Rémi, on a parlé un peu de tactique avant la course, de comment est-ce qu'on devait partir, où est-ce qu'on devrait se placer à certaines places dans la course. Fait que, des trucs d'entraînement au niveau des fréquences cardiaques. Fait que, j'essaie de justement, un peu redonner au suivant. Aider de tout. Ça reste qu'on est des teammates là, pour Team Canada puis même toutes les autres courses qu'on fait. Puis je trouve ça cool. Là. Puis Rémi, il est plus jeune que moi. Fait que ça serait le fun de le voir vraiment là, évoluer dans le sport. Puis si lui il peut faire un podium là, dans 2-3 mondiaux, ça serait incroyable aussi. Puis il peut t'aider sur une affaire, c'est qu'il disait que t'es pas sur les réseaux sociaux, t'as grosso modo un potentiel à être un athlète professionnel ou en tout cas éventuellement peut-être en vivre. Je sais pas si c'est une de tes intentions. Lui il peut t'aider un peu peut-être sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait, ça, être professionnel si on veut? Je penserais pas. Je pense qu'il est un petit peu de trop tard. Là. Puis aussi, c'est ça. Ouais. Je vais avoir 35 ans, là, fait que c'est sûr que je veux continuer à m'entraîner puis faire des grosses compétitions, mais de là à virer pro, je pense que si je reculerais de 10 ans, je dirais oui totalement. J'ai essayé de faire
faire ce step-là dans ces années-là. J'ai jamais eu le potentiel, mais là, les choses qui s'ouvrent, mais je pense qu'il est un petit peu trop tard. Là. La fenêtre d'opportunité s'est refermée. Ouais, il est jamais trop tard. 35 ans, c'est quand même jeune. Et quel regard tu portes sur les Québécois que tu apprends finalement à connaître pendant ce séjour, et sur les performances? Est-ce que tu suis ça de loin, toi? Ah oui, définitivement. Là, Est-ce que tu as l'impression que le niveau global de la trail au Québec, de la course en montagne au Québec, même si on l'a dit avec Rémi, il n'y a pas beaucoup de course en montagne, mais est-ce que c'est en train de prendre un ascendant réel? Ben, je pense que oui. Là, si on fait juste comparer le nombre d'athlètes québécois qu'il y avait en Thaïlande versus le nombre d'athlètes québécois qu'on a ici en Autriche, on voit qu'il y a beaucoup plus d'athlètes présents. Vous êtes le tiers, en gros, de l'ensemble de l'équipe canadienne. Hein. Je suis peut-être un peu grosso modo, mais c'est ça. Hein. Ouais, exact. Fait que ça c'est bien. Puis on le voit aussi, tous les événements qui ont lieu au Québec, ben, ça prend de plus en plus d'envergure, que ce soit QMT, l'UTHC, Bromont Ultra. Fait que non, c'est. Oui, l'UTHC, qui est partenaire de ce podcast, je le rappelle, bat chaque année son record. Et il y a un moment donné où la limite est atteinte. En fait, on peut plus prendre plus. La popularité entraîne beaucoup plus de pratiquants. De plus en plus de pratiquants, ça entraîne de plus en plus d'athlètes qui sont performants, et ça contribue à la maturité du sport. Ouais, exact. Ok, bon. Mylène, je saute pas du coq à l'âne, mais je fais le lien avec les réseaux sociaux, parce que vous êtes tous les deux à côté, c'est drôle, mais toi, les réseaux sociaux. Cela dit, si, je crois que tu es maintenant sur Facebook. Oui. Alors que tu es longtemps resté. Pour un journaliste comme moi, qui souvent, quand on veut poser des questions pour travailler un peu nos sujets, etc., c'est pas facile, une Mylène sans souci, parce qu'on sait pas comment faire pour te trouver. Quand tu nous donnes ton numéro, c'est bon. Mais oui. Voilà. Et comment tu vis ça? En fait, c'est que ma sœur m'a travaillé de nombreuses années. Pour que tu t'y mettes? Oui. Mais tu sais, je suis là, mais pas très présente. Non, c'est ça, hein. T'as peut-être remarqué, là. Je me suis fait un compte Facebook et j'ai, je crois, 2 publications. Et c'est ça. Mais tu sais, je me suis dit, je vais utiliser les réseaux sociaux pour que ce soit une expérience positive. Puis c'est certain que j'en ferai pas une utilisation à tous les jours. C'est pas dans ton identité. C'est pas ça que j'ai envie, mais pour parfois suivre les gens, suivre les événements, être au courant de ce qui se passe. Tu sais, c'est certain qu'avec la communauté de trail, c'est beaucoup plus facile lorsque tu as accès à un compte Facebook. Donc c'est un peu comme ça que je me suis dit, ben, tu sais, c'est ça. Je vais tourner ça en expérience positive, sans l'utiliser au quotidien. Mais c'est ça, j'aime ça voir parfois défiler certaines informations reliées aux courses. Très bien. Ouais. Juste avant qu'on se laisse, j'aimerais qu'on ait une petite discussion, débat si on veut, parce que vous êtes tous des athlètes chevronnés. C'est Rémi qui m'a donné l'idée de ce sujet, qui revient assez souvent. C'est un serpent de mer, le trail ou la course en montagne aux Jeux Olympiques. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que ce sport, notre sport, a sa place? Est-ce que vous avez envie de le voir aux Jeux Olympiques? Bah tiens, toi qui es allée aux Jeux Olympiques, Anne-Marie, qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr que c'est un sport qui a sa place aux Jeux Olympiques, selon moi. Mais c'est sûr que comment les Jeux sont structurés, exact. Si je prends l'exemple du ski limo qu'ils ont mis aux Jeux Olympiques, qu'ils vont mettre aux Jeux Olympiques pour les prochains Jeux, faut que ça soit spectaculaire. Donc, c'est sûr que c'est peut-être pas toutes les disciplines que le monde veut voir, mettons, aux Jeux Olympiques au niveau de la trail. Mais moi, je serais pour voir beaucoup de disciplines en trail, mais je pense pas que l'ultra trail va se ramasser aux Jeux Olympiques un jour. Pas assez télévisuel, pas assez malheureusement, c'est ça qui, tu sais, on parle des réseaux sociaux, c'est ça que c'est l'argent vient de la télévision puis des spectateurs, donc je pense pas que à un moment donné ça va avoir sa place, mais comme le marathon, peut-être un moment donné ça va. Je pense pas que ça. C'est compliqué, c'est une épreuve mythique le marathon. Oui, c'est ça. Fait c'est sûr que ça symbolique des Jeux Olympiques. Oui, exact, mais il y a quand même beaucoup moins de monde qui regarde le marathon que beaucoup de disciplines aux Jeux Olympiques. Donc, oui, ça a sa place, mais je sais pas quelle
genre d'épreuve ils pourraient mettre au jeu. Là. Ça serait probablement plus court un petit peu que... Donc plutôt la course en montagne, certainement, comme c'est quelque chose qu'on a comme la verticale, ou alors peut-être encore plus dynamique. Je dirais peut-être plus up and down, peut-être plus spectaculaire avec des crashs, un peu plus rock and roll, comme on peut dire. Là. Fait que, je pense que ce samedi au classique up and down, ça va être... on va vraiment pouvoir voir à quel point ça peut être intéressant. Spectaculaire. D'un point de vue de voir, dans le fond, le stream, le live stream. J'ai pas eu la chance de voir le live stream aujourd'hui, mais de ce que j'entends, c'était vraiment bon. Fait que j'ai l'impression qu'au classique up-down de samedi, ça devrait être aussi bon. Fait que, en tout cas, je pense que pour tout le monde qui va regarder ça, ça va être vraiment intéressant. À la fois, t'as des montées aussi que tu vois que le monde se met vraiment en bloc, mais là, t'as aussi des descentes vraiment spectaculaires aussi que le monde va vraiment rapidement. Puis, tu sais, on s'en était déjà parlé, la gang ensemble, mais ce qui est particulier avec cette course-là, c'est que tu as du monde qui sont bons en montée, tu as du monde qui sont bons en descente, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de dépassements, ce qui rend ça vraiment intéressant d'un point de vue, justement, spectateur, comparé à, par exemple, un ultramarathon où tu as Kylian Jornet qui est 1 heure en avant, puis là, c'est comme ça pas mal tout le long de la course. Oui, il peut y avoir du suspense, l'UTMB, le dernier UTMB entre Kylian et Mathieu Blanchard, par exemple, mais c'est pas non plus une évidence qu'il y aura du... Exactement, puis on peut voir, c'est ça qu'on peut voir pour la course ce matin sur le vertical ou sur le classique up-down, les différences entre les positions, là, c'est des secondes. Là. Fait que, tu sais, souvent, il va y avoir des sprint finish, puis c'est ça. Fait que ça rend ça intéressant là, du début jusqu'à la fin. Ben, on peut rajouter aussi aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais samedi, l'événement a quand même fait dans le vieux Innsbruck, on fait une trail en plein centre de la rue pour que ça soit plus spectateur, pour que les spectateurs soient plus autour, excités. Donc, ils ont juste... disons-le en bon québécois, garrocher des voyages de terre en plein centre de la rue, mis des roches, des cailloux, puis... Pour créer un espace de technicité en bitume. Ouais, c'est ça. Ben, ils appellent ça le City Trail, puis je pense que ça va vraiment être cool, parce que c'est niaiseux, mais il y a plein de terrasses, il y a plein de bars autour, donc le monde, ils vont être en train de prendre une bière, puis le monde va arriver en plein centre-ville, en train de... Ben, évidemment, il y a des banderoles et tout, là, mais ils vont courir, ils vont suivre le parcours, donc... beaucoup de monde vont découvrir le Up and Down ce week-end, je pense, puis ça va être vraiment le fun. Anne-Marie? Ben non, Anne-Marie, je t'ai donné la parole en premier. C'est moi qui commence à fatiguer, là. Mylène, qu'est-ce que t'en penses, toi? Les Jeux Olympiques, pour ou contre? Moi, je serais pour, mais je suis d'accord avec ce qui vient de se dire. Je pense que l'Ultra Trail, c'est peut-être pas une discipline à présenter au niveau olympique. Et je pense que ce qui se passerait, c'est que il y aurait beaucoup des meilleurs athlètes au monde qui n'iraient simplement pas parce qu'ils ont un calendrier de courses qui leur est propre. Et il y a tellement de belles courses de trail que lorsqu'on choisit notre calendrier de la saison de course, pourquoi miser sur les Olympiques alors que ça n'a pas nécessairement sa place là. Donc, je pense que ce qui se passerait, c'est qu'il n'y aurait pas nécessairement les meilleurs coureurs qui voudraient participer aux Olympiques. Mm-hmm. Alexandre, tu t'y verrais, toi, faire les Jeux Olympiques de course en montagne, par exemple? C'est quelque chose qui t'exciterait? Oui, puis je pense en fait que ça va arriver quand même assez vite, moi, selon moi, là, parce que ça fait plusieurs années qu'ils parlent de mettre le cross-country aux Jeux Olympiques. Puis je pense qu'il y a un des problèmes pourquoi le cross-country n'est pas encore rendu aux Olympiques, c'est que ça serait les mêmes athlètes qui courent le 10 000 mètres ou le 5 000 mètres qui se retrouveraient à courir le cross-country. Puis si on amène une épreuve comme le up and down, où ce que ça reste des durées qui sont assez courtes, ben là, on aurait vraiment une autre délégation qui est complètement différente. Puis on aurait quand même le côté spectaculaire de la course. Puis si en plus, on peut faire des parcours artificiels, comme Jean-Philippe a dit, en pleine ville, ben là, ça peut être n'importe quelle ville qui est haute des Jeux Olympiques, qui peut avoir une course de trail, puis qui a seulement besoin d'avoir une inclinaison asphaltée, mais s'ils mettent des voyages de roche, ben on a un up and down en pleine ville, là, puis ça fait quelque chose d'intéressant. Là. Est-ce que les mondiaux, cette nouvelle version de mondiaux, où finalement, là on le voit, hein, Innsbruck, Stuba, il y a une émulation, on est autour, on parle de trail, on parle de course en montagne. Est-ce que ça va avoir une influence, ça va peut-être être un argument pour les gens qui veulent se battre pour les Jeux Olympiques et ceux qui peut-être ont un avis défavorable, se dire « Ah,
il se passe quelque chose même au niveau populaire, parce que on l'a vu aujourd'hui en montagne, il y avait du monde partout, en ville il y a du monde partout, donc c'est un événement, c'est pas quelque chose qui est à la marge. Rémi? Ben oui, tout à fait. Je pense que le monde local ici sont vraiment au courant que la course a lieu, puis sont vraiment intéressés par la course. Là, nous, on a loué un Airbnb la semaine passée, puis notre hôte était tout à fait au courant des parcours. En fait, en tout cas, il était plus au courant de mon parcours que moi quand je suis arrivé. Oui. Fait que non, c'est ça. Fait qu'on voit que le monde sont vraiment intéressés. Puis je pense que, comme j'ai dit tantôt, les live streams, ça va être vraiment c'est ça vraiment qui va déterminer là, à quel point ça va avoir un grand impact. Parce que oui, il y a le monde qui sont sur place, mais c'est aussi le monde qui regarde ça en ligne. Je pense que les Olympiques, c'est vraiment ça, je pense, le point majeur là, qu'il faut aller chercher, c'est combien de personnes vont vouloir regarder cet événement-là à la télé. Fait qu'ils sont capables de faire un live stream qui est vraiment intéressant, que le monde va vouloir écouter. Ben ça va vraiment montrer que, OK, ben le monde est intéressé par ça. Ça serait peut-être une bonne considération là, pour les Olympiques. Bien, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous tous. Oui, vous allez tous courir, à part Rémi qui va maintenant pouvoir vous supporter. Mylène, quelle est ton ambition pour le trail long de vendredi, comme ça là? Ben, tout d'abord, d'avoir du plaisir. Là, aujourd'hui, j'ai fait 2 fois la première boucle. Le premier segment qu'on va faire, c'est un genre de 16 km avec une montée assez costaude. Puis c'est assez technique, le sentier. J'ai l'impression que ça m'a donné une bonne idée de ce que ça va être le reste du parcours. Donc, je vais y aller de façon conservatrice. J'ai vraiment pas d'idée où je peux me positionner. T'es un peu dans le brouillard. Les rangs, là. Oui, c'est ça. Mais je sais que je suis à un très bon niveau de forme. Mes enfants sont un petit peu plus vieux, tu sais. Mon plus jeune a 2 ans maintenant. Contrairement à Geneviève, avec qui on parlait tout à l'heure, toi, t'es détendue par rapport aux enfants, là. C'est pas... Non, ben, moi, c'est la première fois que je m'absente depuis que j'ai mes jumeaux qui ont maintenant 7 ans. C'est la première fois que je m'absente. Point commun avec Geneviève, elle a des jumelles. 2 dodos. Okay. Donc, c'est ça. Je suis vraiment ici pour l'expérience, pour avoir du plaisir, pour tout de même avoir un coup d'œil sur les montagnes tout en courant, là. Cool. C'est ça. Jean-Philippe, puisque tu fais le long aussi, c'est quoi ton ambition là, si tu pouvais choisir, ce serait quoi? Dans le fond, moi j'ai écouté, ouais, c'est ça, c'est un petit peu drôle. Mais non, mais j'ai écouté, dans le fond, moi, comme travail, je suis beaucoup sur la route, donc j'écoute des audiobooks. Puis récemment, j'ai écouté celui de l'Alex, faut que tu m'aides, c'est Mo, c'est l'un des meilleurs marathoniens. Il était commenté. Mo Farah. Non, lui, je l'aurais su. Mohamed Ahmed. Lui est très bon aussi. Non, il était commenté par Skechers, là. Meb. Ok, c'est ça. Puis lui, il disait tout le temps que sur ses marathons, il se trouvait 3 objectifs. Fait que l'objectif A, l'objectif B, puis l'objectif C, pour que quand la A, ben, si elle tombe à l'eau, au moins tu tombes à la B, puis fait comme ça, tu meurs jamais pendant ta longue événement. Fait que mon objectif A, ça serait comme l'année dernière. J'aimerais ça être encore peut-être le meilleur Canadien cette année. Mm-hmm. Ça serait mon objectif vraiment numéro 1. Ça va être mes 8e championnats du monde, en fait, mes 3e en course en sentier, puis j'en ai déjà fait 5 en triathlon. Et là, je veux vraiment pas que ça sorte mal ce que je vais dire, mais je me suis toujours fait battre par les filles. Mm-hmm. Et j'aimerais ça pour la première fois ne pas me faire battre par une demoiselle. Ok, c'est une ambition. C'est une ambition particulière. Ben non, mais tu sais, c'est vraiment pas. Je veux pas que ça sonne mal. Je veux pas que ça sonne mal, mais tu sais, c'est une ambition comme une autre. C'est ça. Ça serait mon objectif B. Puis je veux vraiment pas que ça sonne mal. Je sais qu'il faut faire attention à ce qu'on dit en 2023. Et puis, ben c'est juste compléter la course. Puis ça, c'est ça. Et voilà. Parfait. Et voilà. Si jamais je te passe, tu vas te le faire dire. Oui, je pense que tu auras le droit à une petite. Oui, non, mais go, je le redis, c'était juste. Je veux pas que ça soit mal interprété. Là. Ça l'est pas, ça l'est pas. Merci. Anne-Marie, samedi, le up and down, on l'a dit, ton ambition, qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu peux faire mieux que 14e ex-aequo comme aujourd'hui? Honnêtement, je pense pas. Là. J'ai aucune idée encore comme aujourd'hui où je peux me placer, mais c'est plus mon objectif serait plus pas en termes de position, pas en termes de performance, c'est plus peut-être me faire confiance
dans ce type d'épreuve-là. J'ai souvent aucune confiance en descente. Donc, juste personnellement, moi, me donner cet objectif-là. Puis je pense que si j'atteins ça, ben je vais être contente peu importe le résultat parce que je suis pas vraiment préparée pour ce genre d'épreuve. Je sais que je peux faire bien, mais le résultat suivra si je donne mon 100%. Puis, Te faire confiance, ça veut dire quoi? Te lâcher? Non, mais plus me faire confiance dans les descentes, en mes capacités. Puis des fois, je suis un peu plus sur le frein, comme on peut dire. Donc, plus aller, puis pas que je donne pas mon 100%. Mais pas avoir l'impression d'avoir freiné. Oui, exact. Donc, en montée, c'est toujours plus facile. On fait juste tout donner, puis quand le corps lâche, il lâche. Mais en descendant, c'est différent. Donc, c'est plus cet aspect-là que je me donne comme défi personnel. Alex, ton ambition? Demain, je vais aller voir le parcours. Je voulais vraiment focusser sur le vertical. Fait que c'est pas difficile, ça monte, puis ça descend. Puis ça remonte, puis ça descend. Ouais, mais comme Anne-Marie, les descentes, c'est pas ma tasse de thé. Donc, tout dépendant c'est quel type de descente, je vais pouvoir réévaluer ça serait quoi mon objectif. Mais c'est sûr qu'au final, si je peux répéter ce que j'ai fait dans Thaïlande, qui était une 30e position, ou un peu mieux, ça serait vraiment extraordinaire. Mais si la descente est très technique, peut-être une 40e position, ça serait parfait. Là. Fait que, OK. Ouais. Rémi, on a dit que tu as terminé tes mondiaux. Encore félicitations pour ça. À quoi va ressembler les derniers jours? Et puis, redis-nous un petit peu les courses auxquelles tu vas participer, toi et Alex d'ailleurs, en Europe cet été et à l'automne. Les prochains jours, je vais vraiment en profiter pour aller voir tous mes amis là, qui font les autres courses. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de faire ça. Là. Je filme beaucoup de courses, puis j'aime ça vraiment être là pendant les courses pour juste regarder ce que le monde fait. Fait que je vais vraiment en profiter pour ça. Après ça, c'est ça, moi et Alex, on va partir pendant un bon bout. On va faire pas mal d'endroits en Europe pour faire pas mal juste des courses verticales. Fait qu'on commence en Suisse avec je vais mal prononcer ça, le Nerevu Mollison, qui est une course verticale que Rémi Bonnet a faite l'année passée, qui va revenir cette année. Rémi Bonnet, qui est une star absolue dans le genre. Exactement. Ensuite, on va faire le kilomètre vertical du Mont Blanc. Et finalement, on va finir notre voyage au Portugal avec le Montemuro Vertical Run. Parfait. Vous n'avez pas eu envie d'aller faire la célèbre montée de Fouilly? En fait, oui, on va y aller. OK. Moi, quand j'ai vu qu'on allait faire une course en Suisse, puis que la foulée était pas trop loin, puis qu'en plus on va avoir un camper van, c'était certain que je faisais un arrêt là, puis j'ai réussi à embarquer Rémi dans mes petits plans. Fait qu'on va faire un arrêt, puis on va faire un TT, c'est sûr. Moi, je planifie pas faire un TT, là. Je planifie pas faire un effort contre la montre, là, parce que je pense qu'on fait déjà beaucoup de compétitions, fait que j'aime mieux garder mes jambes pour les compétitions, mais je planifie filmer son contre la montre. Puisque je le dis aux auditeurs, je l'ai même pas souligné. Donc, tu es collaborateur de Distance Plus, mais tu es surtout vidéaste et tu as pris beaucoup de plaisir à filmer les coureurs en avant de la course, les hommes et les femmes, sur plusieurs courses québécoises. On peut le retrouver sur ta chaîne YouTube de Rémi Leroux. Mais c'est clair que cette montée de Fouilly est une référence. Alors, quand on a envie de se jauger par rapport aux plus grands, a priori, il faut y aller. Donc, tant mieux que vous allez pouvoir vous référencer sur ce, au moins Alex, sur ce mythe de la course verticale. Merci à tous les 5, puis à l'ensemble, à la dizaine de Québécois qui a pris du temps. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps parce que je sais qu'il y a de l'énergie là-dedans que vous dépensez avant vos courses. Donc, merci beaucoup. C'était de mon point de vue très agréable ce hors-série avec vous. À bientôt. Merci. Et bonne course. Merci. La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale de la Bande à des Plus. La Bande à des Plus est une émission de Distance Plus. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce podcast. Un grand merci à notre partenaire spécial sur ce hors-série, les événements Arikana, organisateur, je le rappelle, de l'Ultra Trail Arikana du Canada, ainsi que du Tranche-Charlevoix. Ce sont 2 événements que je ne saurais trop vous recommander. C'est assurément, en tout cas, une opportunité de découvrir le Québec en mouvement. Et puis je rappelle que ce partenariat est l'occasion pour la Bande à des Plus de faire un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques dans le cadre de la collecte qui est mise en place par l'UTHC depuis sa création il y a 12 ans. Je fais aussi un clin d'œil aux partenaires de la 2e édition de la Bande à des Plus, NAAC,
Peignée Verticale, La Clinique du Coureur et Nolio. Le design sonore de la bande AD+, est signé Lucas, Aska et Nessie et la couverture de l'émission est l'œuvre de Mathieu Forichon de Des Bosses et des Bulles. Le montage de cette émission hors série est réalisé et peaufiné par Alexandre Ferreira. Merci à vous de suivre Distance Plus et de nous écouter. Et puis restez branchés car la prochaine émission de la bande AD+, émission régulière cette fois, arrive très vite. Nous allons l'enregistrer avec l'équipe de France de trail autour de Blandine Lirondelle et de Nicolas Martin. Ce sera l'occasion de débriefer la 2e édition des mondiaux réunifiés de trail et de course en montagne. À plus dans la bande AD+.